Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler des inégalités entre les générations, qui constitue un de mes sujets de recherche. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'université de Paris 8, qui est l'université de Saint-Denis, en fait, celle qui est au bout de la ligne 13 à Saint-Denis. Alors, on a intitulé ensemble, on a sous-titré la question « Les jeunes sont-ils victimes des vieux ?» parce que c'est toujours simple de poser une question polémique pour avoir l'air nuancé derrière. Donc c'était un petit peu l'idée de ce titre. Le point de départ, en fait, si vous voulez, c'est peut-être de prendre une expression qu'on entend tous presque quotidiennement dans les médias, c'est celle de génération sacrifiée. Alors, il y a déjà un point, c'est qu'il y a un siècle, on parlait déjà de génération sacrifiée, ce qui montre que le sujet est peut-être plus complexe que simplement se poser la question des jeunes aujourd'hui. Mais cette expression de génération sacrifiée, on l'entend dans le débat public, on peut l'entendre ou la voir dans la grande presse, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on la voit aussi émerger dans des publications plus officielles. Et par exemple, lorsque la crise économique et financière a explosé à l'automne 2008, il y a l'Organisation internationale du travail qui a publié un rapport sur l'emploi des jeunes en Europe. Ce rapport mettait en garde contre, je cite, l'émergence d'une génération sacrifiée au niveau mondial en termes d'emploi pour décrire ce que seraient les immenses difficultés des jeunes en France et bien au-delà à s'insérer sur le marché du travail. Donc c'est une expression qu'on peut prendre au sérieux, hein, c'est pas qu'une expression, ce n'est plus qu'une expression médiatique pour faire de l'audience. La question est posée, les générations de jeunes français, mais aussi encore une fois les générations de jeunes européens, sont-ils des jeunes sacrifiés? Alors dans cette mélodie, dans ce petit air qui monte de la génération sacrifiée, il y a deux choses différentes, me semble-t-il, qui vont nous amener à situer la réflexion sous deux angles différents. D'abord les difficultés de la jeunesse. On les connaît tous, elles sont évidentes, le chômage, l'emploi précaire, la difficulté à ne serait-ce que louer un appartement, etc. On y reviendra. Mais il y a un deuxième élément, c'est dans cette situation, dans ces difficultés des jeunes, la responsabilité éventuelle, je dis bien éventuelle, des vieux, entre guillemets, et notamment, quand on dit les vieux aujourd'hui, c'est les générations qui sont nées immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ceux qu'on appelle aussi les premiers-nés du baby-boom, ceux qui ont fait leurs armes dans le contexte favorable des 30 Glorieuses. Donc il y a deux éléments différents. C'est une chose de dire et de décrire les difficultés que rencontrent les jeunes, et qui sont réelles. C'est une autre chose d'en accuser, au moins en partie, les générations précédentes. Donc le premier constat, il fait guère de doute, oui, les jeunes Français font face à un certain nombre de difficultés aujourd'hui. Mais déjà, il y a une première nuance sur laquelle on reviendra. Il ne faudrait pas laisser croire que le clivage d'âge, s'il existe, serait devenu le seul clivage de la société française et qu'on peut expliquer les difficultés de la société française en disant qu'en gros, dans la société française, il y a des jeunes et il y a des vieux, que vaut mieux être vieux que jeune, et que les vieux sont quand même un peu responsables de la situation des jeunes. Moi, ce que j'essaierai de vous dire, c'est que par exemple, il reste des classes sociales, et que les générations, elles sont fracturées par les inégalités, qu'il s'agisse des générations des baby-boomers, ou de la génération des jeunes d'aujourd'hui. Et quant à la responsabilité des baby-boomers, il me semble, et c'est l'argument que j'essaierai de vous développer, c'est un peu commode en fait d'utiliser cet argument, parce que ça permet d'exonérer de leur responsabilité des politiques publiques. S'il y a des difficultés pour les jeunes aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits, parce qu'il y a des politiques publiques qui sont menées, qui dépassent de loin la seule responsabilité de ces pauvres baby-boomers. En tout cas, s'il y a une responsabilité des baby-boomers, c'est la génération des politiques qui ont été au pouvoir ces 30 dernières années et qui de fait étaient, eux, les baby-boomers. Donc dans l'heure qui m'est accordée avant qu'on puisse débattre de manière beaucoup plus interactive, je vais aborder trois points. D'abord, je vous donnerai quelques éléments sur les principales difficultés que rencontrent les générations de jeunes aujourd'hui. Puis dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer comment les inégalités sociales écartèlent ces générations, en particulier chez les jeunes. Et dans un troisième temps, j'essaierai de vous montrer ce qui existe ailleurs en Europe et ce qui pourrait être transposé dans le cas français pour améliorer le sort des jeunes générations. Alors, peut-être pour introduire la première partie sur la situation des jeunes aujourd'hui, vous dire que dans le monde de la recherche,
que ce soit parmi les sociologues, parmi les économistes, parmi les statisticiens, y compris les statisticiens de l'INSEE, donc de ceux qui travaillent dans les institutions officielles, gouvernementales. Le thème des inégalités entre les générations, il a émergé de manière très forte dans les années 1990, lorsque des chercheurs ont comparé le sort des trentenaires des années 70 au sort des trentenaires des années 90. Donc, les trentenaires des années 70 sont nés dans les années 40, par définition, et les trentenaires des années 90 sont nés dans les années 60. Et ces travaux s'intéressent par exemple au salaire. Et ils vont montrer qu'à âge égal, les trentenaires des années 1990 gagnent 15 à 20% de moins que leurs homologues des années 70. Ils vont s'intéresser aussi à l'accès à un emploi stable, à un emploi de cadre par exemple. Et ils vont montrer qu'à âge égal, les premiers-nés du baby-boom à 30 ans étaient beaucoup plus souvent cadres que les trentenaires des années 1990. Ils vont s'intéresser par exemple à la propriété du logement. Et ils vont montrer que dans les années 70, les trentenaires étaient beaucoup plus fréquemment propriétaires de leur logement que les trentenaires des années 1990. Bref, on s'intéresse à différents éléments, le salaire, le patrimoine, l'accès au salariat d'encadrement, etc. Et on va montrer que, quel que soit l'indicateur retenu, les trentenaires des années 90, pour schématiser, vivent moins bien que les trentenaires des années 1970. Et un livre assez important dans le domaine est publié en 1998, s'appelle « Le destin des générations ». Il est écrit par un sociologue qui s'appelle Louis Chauvel. Et dans ce livre, Louis Chauvel écrit que peut-être pour la première fois en temps de paix, une génération court le risque de vivre moins bien que la génération précédente. Là, on est dans une période où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus d'événements géopolitiques majeurs, et peut-être que pour la première fois, dit-il, la question du progrès générationnel, l'idée que, hormis accident de l'histoire, une génération vit au moins aussi bien que la précédente, voire mieux, et bien peut-être pour la première fois, écrit-il, cette loi du progrès générationnel va-t-elle être brisée? Alors, c'est très important de dire pour la première fois en temps de paix, parce qu'on peut mesurer ce qu'il y a d'un peu ridicule à dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont 20 ans sont une génération sacrifiée. Quand on imagine quelqu'un qui avait 20 ans en 1914, qui échappe à la mort dans les tranchées, qui se prend dans les dents la crise de 29 derrière, qui ensuite est encore assez jeune pour vivre la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bon, voilà. Donc, on enlève cet exemple-là, mais peut-être pour la première fois en temps de paix, une génération court le risque de vivre moins bien que la génération précédente. Deux autres sociologues, par exemple, dont vous avez peut-être déjà entendu les noms, Christian Baudelot et Roger Establé, écrivent un livre qui est publié en 2000 au Seuil et qui s'appelle « Avoir 30 ans en 1968 et en 1998 ». Et ils montrent que ce sont deux expériences sociales totalement différentes, le contexte des 30 Glorieuses d'un côté, le contexte de la crise de l'autre. Le problème, c'est que les jeunes qui avaient 30 ans dans les années 90 sont aujourd'hui quinquagénaires. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il en est pour les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui. Donc, dans cette première partie, l'idée, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments qui nous permettraient de dire éventuellement que les jeunes générations d'aujourd'hui seraient victimes d'une double peine. Et je vais essayer de décrire ce que pourrait être cette double peine. La première peine, c'est la question, on va dire, des conditions de vie et du travail. Elle est assez évidente, mais je voudrais vous rappeler un certain nombre de chiffres. On a beaucoup d'indicateurs qui montrent que la position des jeunes sur le marché du travail est extrêmement dégradée. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, la France fait partie des pays dans lesquels le taux de chômage des jeunes actifs de moins de 25 ans est particulièrement élevé. À la fin de l'année 2016, les derniers chiffres consolidés qu'on a grâce à Eurostat, on avait un taux de chômage chez les jeunes de 18-25 ans en France qui était de 24%. Alors, attention, c'est beaucoup plus que pour les autres classes d'âge, mais ça ne veut pas dire que 24% des jeunes sont au chômage. On est bien d'accord, hein? C'est 24% des jeunes qui cherchent un emploi n'en trouvent pas. Donc on ne raisonne que sur les jeunes qui ne sont plus en formation, par exemple. Donc on n'a pas 24% d'une classe d'âge qui est au chômage, heureusement. Mais parmi ceux qui cherchent un emploi, il y en a 1 sur 5 qui reste sur le carreau et qui n'en trouve pas. Et puis parmi ceux qui sont en emploi, eh bien, on a une forte prévalence des contrats précaires. La précarité du travail, c'est chez les jeunes qu'elle est la plus forte. Alors, je peux encore vous citer quelques chiffres. Les derniers chiffres dont on dispose montrent que, au milieu des années 2010,
il n'y a que 34% des jeunes actifs, pareil, hein, on enlève ceux qui sont encore à l'école, on n'a que 34% des jeunes actifs qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, parmi ceux qui travaillent. A l'inverse, on en a 36% qui sont dans des formes précaires d'emploi, contrat à durée déterminée, intérim, stage, emploi aidé, ça on est tranquille, il n'y en aura bientôt plus. Et puis, le petit tiers qui reste, c'est les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont en apprentissage. Donc, parmi ceux qui travaillent, on a en gros un tiers de CDI, un tiers d'emploi précaire, un tiers d'apprentissage. On oublie souvent, en fait, que parmi les jeunes en emploi, l'apprentissage, c'est une situation qui est très importante. Et de fait, quand les politiques disent « Mon Dieu, il faudrait développer l'apprentissage comme remède au chômage », de fait, l'apprentissage, c'est déjà une régularité sociale. Alors évidemment, c'est très problématique, parce qu'on pourrait dire, après tout, et certains le disent, c'est pas un drame de commencer sa carrière avec un CDD, c'est pas un drame de se mettre le pied à l'étrier avec un stage, avec une période d'intérim, etc. Le problème, c'est que notre société fonctionne au CDI. Et que quiconque a déjà essayé d'avoir un prêt pour acheter un appartement, ou sans même parler de devenir propriétaire, quiconque a déjà essayé de louer un appartement, sans CDI, c'est extrêmement compliqué. Et donc on a une forme de disjonction terrible entre une société qui fonctionne au CDI et des jeunes qui, plus que les autres, sont dans la capacité d'avoir un CDI. Ça pose des vrais problèmes de logement, très concrètement, et de précarité en termes de logement chez les jeunes. D'une manière générale, on peut dire, c'est pas exagéré, que les jeunes constituent la variable d'ajustement du marché du travail. Il y a des études très sérieuses qui sont menées parmi les économistes et qui montrent que c'est sur les nouveaux entrants sur le marché du travail qu'on concentre les emplois précaires, qu'on concentre les périodes de chômage dès que la conjoncture se retourne. Je vous donne presque un dernier chiffre ou un avant-dernier chiffre qui permet de mesurer ça, cette variable d'ajustement que constituent les jeunes sur le marché du travail. Si vous prenez les jeunes de moins de 25 ans qui avaient un emploi en 2013, l'année suivante, il y en a 10% qui sont au chômage. D'accord ? Si vous prenez les actifs de plus de 40 ans, sur 100 actifs de plus de 40 ans qui étaient en emploi en 2013, il n'y en a que 3% qui sont au chômage l'année suivante. Donc les alternances de petites périodes d'emploi quand il y a un vaguement de la croissance et tout de suite de perte d'emploi dès que la conjoncture se retourne, ou dès qu'on ne renouvelle pas le CDD, ou dès qu'on ne renouvelle pas le contrat d'intérim, etc., ça se concentre sur les jeunes. C'est les jeunes entrant sur le marché du travail qui font les frais de la précarisation sur le marché du travail. Au début des années 80, parmi les jeunes en emploi, on avait moins de 8% d'emplois précaires. Aujourd'hui, on est à quasiment un tiers. Donc, et pour le reste des tranches d'âge, ça n'a pas beaucoup joué. Donc pour l'instant, le marché du travail se précarise par les jeunes. Tout cela a une conséquence qui est assez dramatique et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'aujourd'hui, les taux de pauvreté, c'est chez les jeunes qu'ils sont les plus élevés. Et on a un grand retournement par rapport à ce qu'on observait jusqu'au début des années 1980, où la pauvreté concernait les personnes âgées. Mais le sort des personnes âgées, de manière relative, s'est amélioré avec la réforme des retraites, enfin une première réforme des retraites au début des années 80, la retraite à 60 ans, et puis par le fait qu'au fur et à mesure des années, ça commence à être des salariés qui ont eu des carrières entières sous les 30 glorieuses qui partent en retraite avec des pensions relativement correctes. Et donc, il y a eu un grand retournement dans les taux de pauvreté. Aujourd'hui, on a 23% des jeunes hommes et des jeunes femmes de moins de 25 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté, il est officiellement défini à 60% du revenu médian. Donc vous prenez le revenu qui sépare la population française en deux. 50% de la population française gagne plus que ce revenu, 50% en gagnent moins. Vous prenez 60% de ce revenu médian et on dit que ceux qui ont moins de 60% de ce revenu médian sont pauvres. C'est la définition visible de la pauvreté. Et, enfin en tout cas la définition monétaire. Et donc on a ce taux qui est de 23% chez les jeunes. Et l'écart entre le taux de pauvreté chez les plus de 60 ans et le taux de pauvreté chez les moins de 24 ans n'a fait que croître au cours des dernières années, puisque si on prend la période 2002-2012, entre 2002 et 2012, le taux de pauvreté des 18-24 ans augmente de 6 points, alors qu'il diminue d'1 point chez les plus de 60 ans. Donc on a plutôt, en tout cas jusqu'à une période récente, une tendance à la résorption de la pauvreté chez les plus de 60 ans et à une forte augmentation de la pauvreté chez les moins de 24 ans. On parlera tout à l'heure des politiques publiques, mais il me semble important de dire que ces poches de pauvreté qui s'étendent au sein de la jeunesse, elles sont assez directement liées aux politiques publiques.
Elles sont par exemple liées au fait que les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas accès à la protection sociale dans les mêmes conditions que les plus âgés. Par exemple, avec le RSA, les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. En tout cas, dans un premier temps, ils n'avaient pas le droit du tout au RSA, et ensuite, un droit au RSA a été introduit dans la loi, mais dans des conditions tellement strictes, avec des restrictions tellement strictes que dans les faits, il n'y a qu'une poignée de jeunes de moins de 25 ans qui ont le RSA, puisqu'on a déclaré que, contrairement à ce qui se passe pour les plus de 25 ans, pour avoir le RSA quand on a moins de 25 ans, il faut pouvoir faire état de 2 ans d'emploi à temps plein dans les 3 années qui précèdent la demande. Vous vous doutez bien que quand on a 23 ans et qu'on en est à demander le RSA, c'est relativement rare de sortir d'un contrat à durée indéterminée ou de 2 ans d'emploi à temps plein. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a 7000 jeunes de moins de 25 ans seulement qui bénéficient du RSA. Ça a une conséquence directe, la pauvreté s'étend chez les jeunes, puisqu'ils sont les principales victimes de la crise et ils n'ont pas accès à la protection sociale dans les mêmes conditions que les autres. Au-delà de ce qui se passe sur le marché du travail, et on va commencer à évoquer une première fois les politiques publiques qui, selon moi, sont véritablement essentielles. Les dépenses publiques dans notre pays, plus qu'ailleurs, sont concentrées sur les plus âgés. Si on regarde ce que dépense l'État en termes de dépenses sociales et qu'on regarde à qui elles s'adressent, en fait, elles s'adressent très majoritairement aux plus de 60 ans. Entre 1979 et 2011, les dépenses publiques à destination des plus de 60 ans ont augmenté de moitié. On dépense 50% de plus aujourd'hui pour les plus âgés qu'en 1979, et ça concerne ces dépenses publiques à destination des plus de 60 ans, elles représentent 17% du PIB. C'est assez légitime, la population vieillit, le système de santé s'améliore, les gens restent chez eux, prise en charge de la dépendance, etc., etc. Mais le problème, c'est que dans le même temps, les dépenses consacrées aux moins de 25 ans sont restées stables aux alentours de 9% du PIB. Donc d'un côté, 9% du PIB pour les moins de 25 ans, dont on sait qu'ils font face à des difficultés accrues, et de l'autre, 18%, 17% du PIB pour les plus de 60 ans. Donc vous voyez, je pourrais multiplier les indicateurs qui montrent que de fait, oui, les jeunes Français aujourd'hui font face à une situation extrêmement compliquée. Et puis au-delà du niveau de vie, et c'est la deuxième peine, je vous ai parlé d'une double peine. La première peine, c'est l'insertion sur le marché du travail, les conditions économiques, le niveau de vie, etc. La deuxième peine, ce serait ce que certains collègues appellent la gérontoclatie de la société française. C'est une expression qui est utilisée par Christian Baudelot dans le livre dont je vous ai parlé, avoir 30 ans en 1968 et 1998. Et voilà la définition qu'il en donne, c'est de dire que dans la société française, plus que jamais, les âges élevés tendent à monopoliser les fonctions de pouvoir et de richesse et à en exclure les plus jeunes. Un exemple qui est fréquemment donné, c'est la composition par âge de l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale de 1981, on avait autant de députés trentenaires que de députés sexagénaires. Et dans l'Assemblée nationale de 2012, on avait 8 fois plus de députés sexagénaires que de députés trentenaires. Donc ce serait l'idée, en prenant cet exemple parlant, qu'une seule et même génération se serait cramponnée au pouvoir politique, mais aussi dans l'entreprise. Le fait que les emplois de cadre seraient vieillissants, que les jeunes ont du mal à accéder aux emplois de cadre, aux emplois les mieux payés, aux emplois de responsabilité, etc. Donc ça, ce serait la double peine, ce serait de dire que, oui, d'un côté, les jeunes sont précarisés, font face à des difficultés économiques très importantes, et de l'autre, ils seraient tenus à l'écart des leviers du changement social, pour dire les choses un peu pompeusement. Donc ce serait ça, la double peine auquel feraient face les jeunes. Alors, ces quelques éléments donc soulignent à quel point la situation de pan entier de la jeunesse est dégradée. Mais je voudrais introduire une première nuance qui consiste à dire que la France n'est pas le seul pays, si ça peut nous consoler, dans cette situation. Pour prendre un seul exemple, la France n'est pas le seul pays dans lequel les jeunes peinent sur le marché du travail. En moyenne, le taux de chômage des jeunes actifs en Europe est de 19%. On est certes à 23-24, donc c'est un peu moins bien, mais on n'est pas les seuls mauvais élèves dans une classe qui serait unanimement brillante, loin de là. 52% de taux de chômage en Grèce chez les jeunes, 46% en Espagne, 37% en Italie, 31% au Portugal. On cite souvent en exemple les pays scandinaves.
Certains pays scandinaves vont très bien, c'est le cas du Danemark, j'y reviendrai à la fin. Mais par exemple, en Finlande, 22% des jeunes actifs sont au chômage, ce qui est un taux qui est quasiment comparable au nôtre, 19% en Suède. Alors évidemment, d'autres pays semblent de bien meilleurs élèves, 7% en Allemagne, 11% en Danemark, 13% au Royaume-Uni. Mais 7% en Allemagne, c'est un peu comme pour le reste de la population. Le modèle allemand, c'est un modèle de précarisation de l'emploi. Et donc, en Allemagne, oui, il y a des jeunes qui travaillent pour 3 € dans les abattoirs de l'heure, 3 € de l'heure, dans les abattoirs du nord de l'Allemagne. Et donc, ils sortent des chiffres du chômage, mais c'est évidemment des micro-morceaux d'emploi excessivement mal payés et qui n'empêchent pas ces jeunes de vivre largement en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il n'y a pas d'exception française en matière d'indicateurs de taux de chômage. Il y en a d'autres, j'y reviendrai à la fin, mais voilà, ne faisons pas de pessimisme, je veux dire en tout cas, ne croyons pas que tout va bien ailleurs. Le problème de la jeunesse, il est au moins européen. Donc voilà, rapidement dressé, la double peine qu'on pourrait décrire concernant les jeunes générations. J'en viens à mon deuxième point, qui me semble très important, c'est le fait que malgré tout, les jeunes générations, les générations de jeunes sont traversées par de profondes inégalités sociales. Je trouve que c'est important de le dire parce que, je vous le disais en introduction, les travaux que j'ai mentionnés, qui dans les années 90 alertent sur l'ampleur des inégalités entre les générations, sont des travaux rigoureux, académiques, scientifiques, qui établissent des éléments importants pour le débat public. Mais cette mise en évidence rigoureuse, empirique des inégalités, elle a dérivé, à partir du début des années 2000, dans le débat public sur ce que je vous disais, la mise en accusation des baby-boomers. C'est des livres de journalistes, par exemple, il y en a un qui me vient à l'idée, qui est des journalistes d'Europe 1 à l'époque, qui s'appelait Laurent Guimier, qui mettait en accusation l'égoïsme des baby-boomers. On aurait une génération dorée qui aurait eu toutes les chances et qui aurait vécu largement au-dessus de ses moyens, en dilapidant l'état social, en creusant les dettes que ma pauvre génération devrait rembourser. Bref, cette génération aurait dilapidé les fruits de la croissance et leurs enfants seraient directement victimes de l'égoïsme de leurs parents. Il me semble que si on veut être un peu rigoureux, ces accusations ne permettent pas de rendre compte de la complexité des dynamiques à l'œuvre, notamment parce que les générations sont hétérogènes et que les générations sont traversées par de profondes inégalités. Je vais beaucoup parler des jeunes, je dis juste un mot sur les générations plus âgées. Il est vrai qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est sans précédent en moyenne. Il est vrai que les retraités n'ont jamais été aussi riches en moyenne. En moyenne. Mais tout chercheur sait qu'au-delà de la moyenne, il fallait regarder la dispersion autour de la moyenne. Vous pouvez avoir une société dans laquelle le niveau de vie moyen, le salaire moyen est 3 000 €, mais dans lequel il y a énormément de gens qui gagnent 1 000 € d'un côté, et de l'autre, énormément de gens qui gagnent 5 000 €. Et puis vous pouvez avoir une société dans laquelle la moyenne est 3 000 €, mais tout le monde gagne 3 000 €. Donc en fait, ça n'a pas de sens de regarder seulement la moyenne. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les retraités, en moyenne, vivent très bien et vivent en tout cas avec un niveau de richesse sans précédent. Ça c'est vrai. Simplement, c'est rendu possible parce que partent à la retraite depuis quelques années les salariés aisés du baby-boom dont on a parlé, qui ont eu des carrières entières, qui ont eu des carrières sans période de chômage, qui ont pu gravir les échelons dans un contexte de trente glorieuse et qui de fait partent en retraite avec des niveaux de pension sans précédent. Mais dans mon Pas-de-Calais natal, vous avez aussi des dizaines de milliers de salariés, d'employés, d'ouvriers qui partent en retraite avec des niveaux de pension qui sont très faibles, largement inférieurs à 1 000 €. Et donc, la génération des baby-boomers, fut-elle aisée en moyenne, si on compare aux générations précédentes, elles sont elles aussi traversées par de profondes inégalités. Et donc, c'est évidemment la même chose chez les jeunes. Pour l'instant, on a évoqué les jeunes, de manière générale, comme s'ils formaient un ensemble homogène. C'est évidemment pas le cas. Premier clivage, on ne va pas tous les citer, mais évidemment les clivages territoriaux. C'est pas la même chose d'être un jeune dans une zone rurale, dans une zone périurbaine et dans une zone urbaine. Et si on est dans une zone urbaine, c'est pas la même chose d'habiter dans le 14e arrondissement de Paris ou d'habiter à Saint-Denis. Les clivages de genre, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes. Les clivages, évidemment, qui sont liés aux clivages territoriaux, selon les inégalités ethno-raciales. Voilà, mes jeunes étudiants de Saint-Denis
qui sont noirs ou arabes, aux yeux des autres, vont être davantage discriminés sur le marché de l'emploi que mes enfants lorsqu'ils chercheront un emploi. Au-delà de ces clivages qui sont évidents, il y a un clivage qui est essentiel aujourd'hui parmi les jeunes, c'est le diplôme. Nous sommes des sociétés qui fonctionnent au diplôme. Des travaux de comparaison européenne ont montré que la France est la société dans laquelle le diplôme, à un niveau de développement comparable au sein de l'OCDE, dans laquelle le diplôme a la plus forte emprise sur l'ensemble de la carrière. Et on sait que le risque de chômage est d'autant plus faible que le niveau de diplôme est élevé. Je vous donne un chiffre, 2015, vous prenez les jeunes sans diplôme, 40% de chômage. Vous prenez les jeunes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur, 10% de chômage. C'est beaucoup, 10%, on peut dire, je suis à l'université, j'ai fait un master, j'ai une chance sur 10 d'être au chômage au début de ma carrière, c'est beaucoup, mais c'est rien comparé aux 40% de ceux qui n'ont aucun diplôme. Donc, 30 points d'écart, c'est extrêmement important et on n'a jamais observé ça. Donc ça a explosé depuis la crise économique et financière de 2008. Et alors cette réalité, elle rend d'autant plus préoccupante le sort des dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes qui quittent l'école sans diplôme chaque année. Et s'il y a une génération sacrifiée parmi les jeunes, c'est eux. C'est les jeunes qui sortent sans diplôme de l'école, pour de multiples raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais on sait bien que ces jeunes sans diplôme, qui sont surreprésentés dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, parmi ceux qui ont une histoire liée à une migration, etc., eh bien on sait bien que ces jeunes sont condamnés, eux, pour le coup, à osciller entre des petits emplois précaires quand il y aura un peu de croissance, et tout de suite, boum, le chômage, dès que la conjoncture se retourne. A l'inverse, 90% des jeunes diplômés d'un master en 2010 sont en emploi en 2013. Et parmi ces 90% en emploi, 90% sont en contrat à durée indéterminée. Donc il y a une fracture aussi au sein de la jeunesse française, c'est le diplôme. Et évidemment, on en vient à une autre fracture qui est extrêmement liée à ça. C'est la fracture selon l'origine sociale. Les inégalités sociales continuent à peser de tout leur poids sur les trajectoires de la jeunesse. Retenez le chiffre de 70%. Pourquoi ? Aujourd'hui, 70% des enfants d'ouvriers qui ont terminé leurs études depuis quelques années, donc on va dire des enfants d'ouvriers qui ont 30 ans, entre 25 et 30 ans aujourd'hui, 70% d'entre eux exercent un emploi d'ouvrier ou d'employé. C'est-à-dire un emploi subalterne, puisque maintenant, parmi les employés, on a les caissières, les femmes de ménage, enfin voilà. Donc, 70% des enfants d'ouvriers, on va dire, restent dans un emploi d'exécution. Et puis à l'inverse, 70% des enfants de cadre qui ont 25-30 ans aujourd'hui exercent un emploi de cadre ou une profession intermédiaire. Donc sont plutôt du côté encadrement de l'emploi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre société, même si elle aime à célébrer les discours qui font l'éloge du mérite, quand on veut, on peut, etc., ben notre société, c'est encore, assez largement, une société de la reproduction sociale. C'est encore une société dans laquelle les ressources dont on hérite, les ressources qu'on trouve dans notre berceau, le niveau de revenu des parents, le niveau de diplôme des parents, c'est encore une société dans laquelle ces ressources sont décisives. Alors évidemment, ça a l'air une évidence, mais je crois qu'il faut toujours le rappeler dans une société dans laquelle on se sert toujours de la réussite exceptionnelle de quelques-uns. Rachida Dati est devenue ministre de la Justice, c'est bien la preuve que quand on veut, on peut, même si on est une femme, même si on est maghrébine. Bon, ben, c'est l'exception qui, dans notre système, sert à jeter un voile pudique sur le reste des situations qui sont encore largement des situations dans lesquelles l'avantage et le désavantage social se transmettent assez fortement de génération en génération. Je vais vous donner un dernier élément pour vous montrer que peut-être il faut regarder la question des générations différemment. Si on compare toujours à la génération des premiers-nés du baby-boom, on va toujours trouver des jeunes générations qui vivent moins bien. Parce que de fait, c'est vrai, c'est une génération qui a rencontré des circonstances historiques et économiques exceptionnelles. Quand je dis à mes étudiants qu'en 1968, les accords de Matignon font que du jour au lendemain, le SMIC augmente de 33%, ils vont vérifier sur Internet. Bon. Donc c'est vrai que s'insérer sur le marché du travail dans les années 60, quand il n'y a pas de chômage, quand l'emploi se tertiarise et que donc le nombre d'emplois de cadres augmente très rapidement, on passe d'une société dans laquelle il y a 3% de cadres à une société dans laquelle il y a 15% de cadres, en 20 ans.
c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Donc c'est vrai que cette génération née dans les années 40, qui venait massivement encore de milieux ouvriers ou paysans, a eu une opportunité historique de s'élever en nombre au-dessus de la condition de leurs parents. Mais c'est cette génération-là qui est aberrante, d'un point de vue statistique. C'est un point aberrant. Très vite, dès que les 30 Glorieuses se referment, la conjoncture se retourne très fortement. Je dis souvent à mes étudiants aussi, aujourd'hui le taux de chômage chez les jeunes actifs est de 24%, mais regardez en 81, il est 24%. Le taux de chômage des jeunes, très élevé, c'est un problème structurel depuis 30 ans, depuis 35 ans. Depuis 35 ans, le taux de chômage des jeunes en France, il est entre 2,5 et 3 fois plus élevé que celui qu'on observe pour le reste de la population. Il diminue un peu à la fin des années 80, parce qu'il y a une forte croissance, mais il reste 2 fois supérieur à celui des plus âgés. Il diminue à la fin des années 90 parce qu'on est avec Jospin et Aubry, croissance, politique dynamique de l'emploi, 35 heures, etc. Mais il reste 2 fois supérieur à celui des plus âgés. Bref, on a un problème structurel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, donc ils sont nés, admettons, en 95 à peu près. S'ils sont nés en 95, ça veut dire que leurs parents sont nés quelque part dans les années 60 en gros. Si leurs parents sont nés dans les années 60, ça veut dire qu'ils ont eu 20 ans dans les années 80. Donc ils ont dû eux-mêmes, leurs parents, des jeunes d'aujourd'hui, s'insérer sur le marché du travail dans lequel il y avait 25% de chômage des jeunes. Donc les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est pas la première génération de la crise, c'est la deuxième génération de la crise. Il y avait déjà un tel taux de chômage au début des années 80. Ce qui fait que selon moi, la vraie dynamique des générations en France, c'est pas tant se comparer toujours à cette génération des premiers du baby-boom, qui est une exception. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à comment rétablir un peu plus d'équilibre intergénérationnel, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la principale dynamique depuis le début des années 80, c'est une succession de générations qui s'insèrent sur le marché du travail dans des conditions structurellement dégradées. Ce qui veut dire que la vraie dynamique, c'est celle de la reproduction, si vous voulez. C'est pas tant celle du déclassement. Oui, si on raisonne par rapport au premier du baby-boom, on va trouver du déclassement. Mais au fur et à mesure que cette génération va s'éloigner dans le temps, la vraie dynamique, c'est plutôt encore, mais la même que celle que mettait en évidence Bourdieu dans les années 70, c'est encore celle de la reproduction. Pour vous en convaincre, et pour vous montrer que je sais être mesuré, la proportion de 70% d'enfants d'ouvriers qui exercent un emploi d'ouvrier ou d'employé, il y a 30 ans, c'était 80%. Voilà. Ça veut dire que c'est un peu moins mal, mais ça veut dire que ça demeure quand même encore très mal. Voyez ? Donc, nous sommes encore des sociétés dans lesquelles la reproduction est très forte, et ça, je pense que c'est très important de le dire. Il ne faut pas artificiellement homogénéiser les situations, les générations, en disant qu'il y a des vieux unanimement riches et des pauvres unanimement déclassés. Non, il y a des vieux qui vivent au minimum vieillesse, et ils sont nombreux, et il y a des jeunes qui font très bien, et ils sont nombreux. Donc il faut aller voir au-delà des indicateurs moyens, et il faut regarder certes les inégalités entre les générations, mais aussi les inégalités qui passent au sein des générations. Donc j'en viens à mon troisième temps, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors c'est un exercice difficile pour les chercheurs, évidemment, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire la réponse que je voudrais donner, c'est il faudrait ce que j'appelle une véritable révolution des politiques publiques. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de l'école. On ne peut pas parler des jeunes, on ne peut pas parler de la reproduction des inégalités sans parler de l'école, puisque je vous l'ai dit, nous sommes des sociétés qui fonctionnent au diplôme, et le diplôme est le principal trait de fracture parmi les jeunes. Et là, il faut se poser une question quand même. Comment se fait-il que depuis 30 ans, l'éducation s'est beaucoup développée, les générations font de plus en plus d'études, et pourquoi la mobilité sociale n'a-t-elle pas plus progressé? Pourquoi garde-t-on un tel taux de reproduction sociale? Je donne souvent, là aussi comme exemple à mes étudiants, que la première enquête sur les inégalités sociales à l'école, elle a été faite en 1962, et elle portait sur l'entrée en 6e. On a regardé en 1962 en France qui rentrait en 6e, qui ne rentrait pas en 6e. La principale surprise, c'est qu'un jeune sur deux ne rentrait pas en 6e. Et seuls 30% des enfants d'ouvriers allaient en 6e. À l'époque, l'école est obligatoire seulement jusqu'à 14 ans, et l'idée c'était que ceux qui terminaient l'école primaire à 12 ans, 13 ans, en gros ne rentraient même pas dans l'enseignement secondaire, ils restaient dans des classes spéciales pour attendre l'âge de 14 ans
la possibilité d'aller sur le marché du travail. Cette première enquête, elle va avoir un effet terrible, non pas parce qu'on trouve ça spécialement injuste, mais parce qu'on se dit, oula, 30 glorieuses, tertiarisation, besoin de cadres, besoin d'ingénieurs, besoin de techniciens, comment on va faire si la moitié d'une génération ne va même pas dans le premier cycle dans l'enseignement secondaire? Donc on va appliquer ce qu'on appelle la loi Berthoin, du nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui en 1959 avait prolongé l'âge de fin de scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Et quand vous prolongez la scolarité jusqu'à 16 ans, mécaniquement, tout le monde rentre dans l'équivalent du collège aujourd'hui. Tout le monde rentre dans le premier cycle de l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, 25% des étudiants sont des enfants d'ouvriers ou d'employés. Donc, ampleur du chemin parcouru. En 50 ans, on passe d'une société dans laquelle la moitié d'une classe d'âge ne va même pas en 6e, à une société dans laquelle le quart des étudiants sont des enfants d'employés et d'ouvriers. Donc, une véritable révolution. Ce qu'on appelle la massification scolaire, c'est une véritable révolution qui a considérablement transformé la société française, y compris les classes populaires. Alors pourquoi alors que l'éducation s'est autant diffusée, pourquoi, au bout du compte, n'a-t-elle pas produit plus de mobilité sociale pour les enfants des classes populaires? Par exemple, si vous comparez la durée moyenne de scolarité des enfants d'ouvriers aujourd'hui et des enfants d'ouvriers il y a 30 ans, elle a gagné 3 ans. En moyenne, les enfants d'ouvriers vont 3 ans de plus à l'école qu'il y a 30 ans. Et pourtant, ils demeurent ouvriers ou employés dans 70% des cas. C'est bien quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, pour dire les choses rapidement, c'est que la massification scolaire, qui est réelle, je viens de vous le dire, qui constitue une vraie révolution, elle ne s'est pas traduite par une démocratisation scolaire. Et ce que les sociologues de l'éducation ou les économistes de l'éducation disent aujourd'hui, pour résumer, c'est que les inégalités quantitatives à l'école, elles ont été remplacées par des inégalités qualitatives. Je m'explique. Avant, vous étiez né dans un milieu favorisé, vous alliez en 6e et vous alliez jusqu'au bac. Vous faisiez partie des héritiers qui avaient le bac. Aujourd'hui, je caricature parce que c'est pas vrai, mais tout le monde va au bac. Donc il n'y a plus d'inégalité quantitative, il n'y a plus de barrière d'accès. Simplement, à mesure qu'il s'est ouvert à tous les enfants, le système éducatif s'est filiarisé. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de séries du bac. En 1900, je crois que le bac technologique, on le crée, peut-être vous le saurez mieux que moi, ça est sorti de l'esprit, je crois que c'était 70. En 1985, ça j'en suis sûr, on crée le bac professionnel. Et donc, c'est à partir du moment où on crée le bac professionnel, quand on regarde la courbe, qu'on voit exploser la proportion de bacheliers au sein d'une génération. Et donc, ces inégalités qualitatives liées à la filiarisation du système éducatif, au final, elles produisent les mêmes effets que des inégalités d'accès aux différents niveaux du système éducatif. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne se prépare pas tout à fait au même avenir quand on fait une grande école que quand on fait une filière reléguée dans une université de banlieue, par exemple. Donc c'est très important à voir, c'est que à mesure que le système éducatif s'est ouvert, il s'est filiarisé, et les différences qualitatives qui s'en suivent, elles produisent les mêmes résultats, finalement. On peut lire toute l'histoire du système éducatif avec cette théorie en tête. Alors certains ne sont pas d'accord avec cette analyse, hein, mais on peut dire par exemple que auparavant, le pôle d'excellence du système éducatif, c'était pas du tout les maths, les sciences comme aujourd'hui, c'était plutôt les humanités et c'était les lettres. Et à partir du moment où les enfants d'ouvriers ont commencé à aller dans les filières littéraires et dans les filières qu'on appelait autrefois les humanités, le pôle d'excellence qui s'est basculé vers le côté scientifique ou les maths. Moi, je suis né en 81, quand je suis arrivé au collège au début des années 90, pour être sûr d'être dans une bonne classe, il fallait faire allemand en première langue. Donc, dans ma classe, on appelait ça la classe Camille, j'avais que les enfants de prof. Et, sauf qu'au bout d'un moment, les enfants d'ouvriers ont compris que pour être dans la classe avec les enfants de prof, il fallait faire allemand en première langue. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins distinctif de faire allemand en première langue. Donc, on peut lire toute l'histoire du système éducatif à l'aune de stratégies déployées par les familles les plus favorisées pour continuer toujours à créer une distinction et à être sûr de fréquenter les milieux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette analyse. En tout cas, c'est une analyse possible. Et puis, plus généralement, nous savons que notre système éducatif, et là pour le coup c'est quelque chose qui me tient à cœur, je trouve que c'est assez dramatique d'ailleurs ce qui se passe depuis le printemps, une véritable retour en arrière qui est fait en matière d'éducation, c'est que nous savons que le drame de notre système éducatif, c'est qu'il meurt de son élitisme forcené
et que quand un système éducatif ne fonctionne que pour une toute petite fraction d'une génération qui va aller faire Henri IV et les grandes écoles, eh bien ça se traduit par la relégation de tous les autres. Je m'explique, vous avez tous entendu parler peut-être des enquêtes PISA, qui sont les enquêtes faites par l'OCDE sur le niveau des élèves, je crois que c'est tous les 2 ans, en maths, en français, etc. Et malheureusement, OCDE, c'est pas un repère de gauchistes et de révolutionnaires. Nous savons que la France est parmi l'ensemble des pays de l'OCDE, certes avec la République tchèque, à égalité avec nos amis tchèques, mais quand même, nous sommes le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires. Et donc moi je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais les collègues qui travaillent sur ces questions montrent que notre école primaire, notre école maternelle déjà est sous-financée. Hein, par exemple, pareil, les statistiques de l'OCDE montrent qu'en France, on va dépenser 20% de plus en moyenne que dans les pays de l'OCDE pour un lycéen, mais on va dépenser 20% de moins pour un élève à l'école primaire. Ce qui est relativement aberrant, puisque bien sûr, les élèves arriveront toujours inégaux à l'école, c'est dans leur milieu social, on sait ça très bien, ils maîtrisent plus de mots quand ils viennent des milieux favorisés, etc. Mais si à un moment l'école est capable d'enrayer les inégalités sociales, c'est bien dans les premières années, puisque c'est là qu'elles sont les plus faibles. Or, on ne dépense pas assez quand on regarde la structure du budget pour ces jeunes-là. Les profs des écoles françaises ont des classes qui sont 35% plus chargées en moyenne, vous vous rendez compte, que ce qui se passe dans les autres pays de l'OCDE. Mais parce que finalement, les premières années d'école, c'est pas très important. Rappelez-vous, Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, qui considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un master quand on est inscrit en maternelle pour changer des couches. Vous imaginez un ministre de l'Intérieur avoir des propos aussi méprisants et aussi à côté de la plaque pour les policiers ou les militaires? Enfin, ce serait un drame national. Là, quelqu'un qui est censé défendre son administration va dire que de toute façon, à l'école maternelle, on change des couches. Donc, on voit bien à quel point notre système éducatif meurt de son élitisme. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore une société dans laquelle un étudiant à Polytechnique, qui dans 95% des cas vient d'un milieu hyper favorisé, coûte 3 fois plus qu'un étudiant à l'université. Donc, bon, on voit bien qu'on a un système élitiste. Mais, ce que je voudrais dire, c'est que l'école n'est qu'une pièce du puzzle. Que quand on veut penser la reproduction des inégalités, bien sûr l'école c'est important, mais il faut aussi aller voir ce qui se passe dans d'autres politiques publiques. Et là, je vais vous parler du travail d'une de mes collègues qui s'appelle Cécile Van de Velde et qui a fait un travail assez exceptionnel qui pose la question suivante: comment on devient adulte en Europe? C'est quoi? Comment ça se passe, ce passage un peu bizarre entre la fin des études et l'emploi? Enfin bref, dans quelles conditions on devient adulte? Elle a fait une enquête en France, au Danemark, pays scandinave, social-démocrate, en Espagne, pays méditerranéen avec une autre culture, et au Royaume-Uni, pays libéral. Et elle explique que pour bien comprendre le sort de la jeunesse, il faut prendre en compte 3 éléments. Le système éducatif d'abord, comment fonctionne le système éducatif, mais aussi le type d'État-providence, et enfin la culture familiale. Je vais vous dire quelques mots sur chacun des modèles, et puis on va essayer de traduire ça pour la France après. Elle explique qu'au Danemark, devenir jeune, l'expression qu'elle utilise, c'est se trouver. C'est avoir le temps de se trouver. Alors, il y a notamment quelque chose qui est assez exceptionnel au Danemark, c'est que quand vous avez 18 ans, quelle que soit votre origine sociale, quel que soit le niveau de revenu de vos parents, si vous souhaitez poursuivre des études après l'équivalent du bac danois, eh bien, l'État vous accorde 72 bons mensuels de formation. 72 bons mensuels. Ça veut dire 6 ans de formation payée, encore une fois de manière universelle, quelle que soit l'origine sociale, que votre père soit chaudronnier, chômeur ou avocat d'affaires, on s'en fiche. Vous êtes un jeune adulte, on ne va pas toujours vous renvoyer à votre origine sociale. Et ce bon mensuel de formation, il vaut 850 €. C'est-à-dire que tous les jeunes Danois qui ont plus de 18 ans ont le droit à 72 bons mensuels de formation de 850 €. Et ceux qui décohabitent de chez leurs parents ont en plus, de manière universelle, sans condition de ressources, une aide au logement de 200 €. Donc ça veut dire que, ça a une conséquence très claire, c'est qu'à 21 ans, la moitié des jeunes Danois ne vit plus avec ses parents. Évidemment, avec 1050 € par mois, vous pouvez vous louer un studio. Et ça a une autre deuxième conséquence, c'est que le taux d'accès en licence, on peut comparer maintenant avec le LND, c'est formidable, le taux d'accès en licence au Danemark, c'est 80%. 80% de classe d'âge a une licence au Danemark. Donc ça, c'est une forte intervention de l'État. On considère que devenir adulte,
l'accès à l'autonomie, ça regarde l'État, c'est l'État qui doit financer. Alors évidemment, il y a des contreparties ensuite, hein, c'est pas un modèle absolument parfait, ça veut dire qu'évidemment, ils doivent aller en cours tout le temps, à chaque fin du cours, ils doivent faire signer la feuille de présente, etc. etc. Ensuite, ils ne peuvent pas refuser plus de 2 emplois, parce que sinon, ils n'ont pas d'allocation chômage, etc. Donc il y a des contreparties. Mais en tout cas, on fait un choix clair, cette période-là, en tout cas, elle regarde l'État. Au Royaume-Uni, c'est pas l'État, c'est le marché. Donc la logique au Royaume-Uni, c'est pas se trouver, prendre le temps de se trouver, oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce système danois, il permet de se trouver. Pourquoi? Parce que j'ai le bac, l'équivalent du bac. Allez, je vais à la fac comme tout le monde. Au bout de 2 ans de fac, j'en ai ras-le-bol. La sociologie, c'est abstrait. La physique, ça m'emmerde. J'ai envie d'aller travailler et de gagner plus que 1050 € par mois pour m'installer avec ma copine ou avec mon copain. J'ai utilisé 24 bons mensuels. Au bout de 18 mois sur le marché du travail, finalement, le travail c'est chiant. Avec un bac plus 2, finalement, je suis pas loin du pétrole. Oulala, oulala. Je vais retourner à l'université. Je retrouve mes 72 moins 24, 48 bons qui me restent. Donc, ça permet de faire des allers-retours entre les études et l'emploi. Ça permet d'adoucir cette période de transition entre les études et l'emploi. Au Royaume-Uni, c'est pas se trouver, c'est s'assumer. Devenir adulte, c'est se prendre en charge tout seul. Et on fait confiance au marché. Le marché, c'est quoi? C'est le marché du travail, d'une part. Tous les jeunes collégiens, quasiment, au Royaume-Uni, travaillent le week-end, des petits jobs déjà pour gagner de l'argent. Moi, mes jeunes étudiants à Paris, ils travaillent quasi tous, mais c'est encore plus vrai et encore plus précoce au Royaume-Uni. Et puis le marché, c'est aussi le marché financier, les prêts. On prête facilement de l'argent aux jeunes Britanniques, et heureusement parce que les études coûtent très cher, mais malheureusement, ça suscite aussi beaucoup de protestations au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de manifestations sur le thème de nous commençons notre vie professionnelle déjà surendettés parce qu'il faut déjà rembourser les dizaines de milliers d'euros qu'on a empruntés pour financer nos études. Mais il y a une logique claire, assumer, prends-toi en main, assume-toi, c'est le marché qui t'aide. De la même manière qu'au Danemark, c'est l'État. Dans les pays du Sud, comme l'Espagne, c'est pas l'État, c'est pas le marché, c'est la famille. Voilà. Alors oui, j'ai l'esprit d'escalier, mais je reviens. 21 ans, l'âge médian de décohabitation au Danemark, je vous ai dit, pareil au Royaume-Uni, 21 ans et 6 mois, la moitié des jeunes Britanniques vivent chez ses parents. Alors, en Espagne, c'est 28 ans, l'âge médian de décohabitation. C'est-à-dire qu'à 28 ans, il y a encore la moitié des jeunes Espagnols qui vivent chez leurs parents. Et donc là, c'est la famille. Devenir adulte, ça regarde la famille. C'est rester chez ses parents jusqu'à ce qu'on ait trouvé un emploi relativement stable qui permet, la plupart du temps, d'avoir son propre logement et souvent de vivre en couple. C'est un système extrêmement inégalitaire, hein, parce que ça veut dire que votre sort, il dépend assez largement de l'épaisseur du portefeuille de vos parents. Mais en tout cas, c'est culturel, on ne se moque pas des jeunes Espagnols qui, à 27 ans, habitent encore chez leurs parents. Il n'y a pas de Tanguy en Espagne, ça n'existe pas, c'est normal. En France, me diriez-vous, et donc la logique, c'est Sylvain Neuvel dit en Espagne, c'est pas s'assumer, c'est pas se trouver, c'est s'installer. Hein. Devenir adulte, c'est avoir les ressources de s'installer dans son chez-soi avec son futur mari ou sa future femme, et en attendant, on reste chez ses parents. En France, nous dit Cécile Van de Velde, on n'a pas choisi. C'est un modèle hybride. Il y a un peu d'État, hein, il y a quelques bourses pour les étudiants, il y a un peu d'allocation de logement, donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas du tout d'État, que l'État n'est pas absent. Il y a un peu de marché, hein, les jeunes Français étudiants, on le sait, sont de plus en plus nombreux à travailler au marché du travail. Certains empruntent de l'argent aussi, alors bon, vaut mieux pour que les banques vous prêtent faire un métier qui est perçu, enfin préparer un métier qui est perçu comme rentable, mais en tout cas il y a un peu de marché financier, un peu d'État, un peu de marché, mais il y a surtout, nous dit Cécile Montevel, beaucoup de familles. Beaucoup de familles, mais beaucoup de familles pas assumées par la société. Il y a un discours assez anglo-saxon qui consiste à dire « faut se prendre en main, il faut se bouger, quand on veut on peut », mais en réalité un système très familialiste qui fait que, par exemple, alors on connaît moins ça en Ile-de-France parce que nos enfants font des études en Ile-de-France la plupart du temps, donc ils peuvent rester chez papa-maman, mais en province il faut parfois aller à 50-70 km pour faire ses études, donc si les études en France sont quasi gratuites en termes de frais d'inscription, c'est 220 € pour une année de licence, donc c'est quasi gratuit par rapport à ce qui existe dans d'autres pays européens, mais c'est le coût du logement qui rend les études extrêmement chères. Et donc, on voit bien qu'il y a la nécessité d'avoir recours à l'aide des parents. Et le résultat en termes de décohabitation, c'est que l'âge médian de décohabitation est de 24 ans en France. À 24 ans, il y a la moitié, il faut attendre 24 ans pour que la moitié des jeunes Français n'habitent plus chez ses parents. Mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est de voir que pour elle, la problématique française, c'est s'insérer. Et pour elle, ce qui caractérise la jeunesse française, c'est un stress énorme autour de l'insertion. Et c'est l'idée que les parcours doivent être absolument linéaires,
c'est assez normal d'avoir un bac plus 5, et si vous l'avez à 23 ans plutôt qu'à 22, c'est que déjà vous avez foiré quelque chose quelque part. C'est que vous avez perdu un an, il ne faut surtout pas perdre un an. Et puis ensuite, c'est assez normal de galérer avec des stages, de l'intérim, etc., jusqu'à l'âge du premier emploi en CDI, qui est en moyenne 28 ans en France. Aujourd'hui, 28 ans l'âge moyen du premier CDI en France. Et puis ensuite, il faut aller tout de go jusqu'à 62 ans, la retraite, tout s'arrête. Et donc, il y a une forme de stress français, dit-elle, autour de la question de l'insertion, qui stresse incroyablement tout le monde autour de l'enjeu scolaire, et qui crée cette situation. Le résultat, c'est que le destin des jeunes Français est figé beaucoup trop tôt. Il est figé dès l'âge de 17 ou 23 ans, en fonction du diplôme que vous avez à l'issue de votre formation. Je vous disais tout à l'heure qu'une enquête avait montré que c'était en France que le diplôme exerçait la plus forte emprise sur la carrière. Nous sommes la société du monde qui fonctionne le plus au diplôme. L'autre jour, j'étais effrayé. Je lis une tribune dans Le Monde de Michel Serres. Michel Serres, il doit avoir 85 ans. Il écrit une tribune, c'est marqué Michel Serres, ancien élève de l'école normale supérieure. Donc ça, on en rigole, mais c'est symptomatique du poids que conserve le diplôme toute notre vie. Et de fait, quand on regarde statistiquement, le diplôme, je vous l'ai dit, il est très explicatif du taux de chômage à la sortie des études. Mais il n'est pas seulement explicatif de ça, il est explicatif du deuxième emploi qu'on va trouver, du troisième emploi, etc., etc. Il y a beaucoup d'études statistiques et économiques qui ont montré ça, que le diplôme nous poursuit toute notre vie. En partie parce que la formation professionnelle est beaucoup moins développée en France que dans les autres pays. Mais le résultat, il est assez terrible. Si on est pessimiste ou de mauvaise humeur, un matin, on peut dire la chose suivante: on vit dans une société dans laquelle le diplôme qu'on obtient à l'issue de notre formation initiale est absolument essentiel, mais par ailleurs, on sait que cette compétition scolaire, elle est complètement faussée, et qu'elle est faussée dès le départ en fonction de l'origine sociale, et que c'est le pays de l'OCDE dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur notre résultat scolaire, donc sur notre diplôme. Donc en gros, c'est tu joues ta vie à 20 ans en fonction du diplôme que tu as, mais on sait que ce diplôme, il est obtenu à l'issue d'une course qui est socialement biaisée. C'est presque ça, hein. Et d'ailleurs, ce constat, il fait presque consensus, hein. Si vous êtes de droite conservateur à Jean-Michel Blanquer, il va vous dire ça. Et il va dire que c'est pas admissible et qu'il faut changer ça. Et si vous êtes Najat Vallaud-Belkacem, elle va dire ça aussi. Donc, ce constat-là fait consensus. Alors Jean-Michel Blanquer dit c'est en chantant tous les matins et en faisant des maths du français à fond les ballons, en apprenant 4 opérations d'ECP et en arrêtant ses délires pédagogistes autour de l'art, de la danse, etc. Et puis d'autres peuvent avoir un autre discours, mais le constat fait relativement consensus. Mais tout ça a un résultat assez important, j'en reviens à mes moutons de jeunes, c'est que ça fige le sort des jeunes extrêmement tôt. Et à mon sens, si la société française dans son ensemble a une responsabilité, s'il y a un sens à l'expression génération sacrifiée, c'est celui-là. C'est que nos politiques publiques sont incapables de penser l'accès à l'autonomie des jeunes. Aujourd'hui, que vous soyez de gauche ou de droite, encore une fois, il y a un relatif consensus sur le fait que la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, elle ne doit pas être laissée au seul marché, parce que c'est pas possible. Mais moi je pense que l'accès à la jeunesse, l'accès à l'âge adulte, pardon, dans un contexte de crise durable, je vous dis, ça fait 35 ans que le taux de chômage des jeunes il est aussi élevé, c'est aussi un âge fragile de la vie. Et comme la dépendance, cet âge fragile de la vie, il ne peut pas être laissé aux seules familles ou au seul marché. Il faut que l'État s'en mêle. Parce que ce qui est très important, c'est que, là encore, et je termine par là, l'OCDE montre, depuis maintenant 5 ou 6 ans, que ces choix, en termes de politique publique, ont des effets concrets en termes de reproduction des inégalités. L'OCDE, je vous assure que l'OCDE, ce n'est pas des sociologues gauchisants. L'OCDE montre que dans les pays développés, la reproduction des inégalités est la plus forte aux États-Unis et au Royaume-Uni. Complètement à l'encontre du mythe du self-made man américain, les économistes qui sont beaucoup plus sérieux que les sociologues et qui travaillent sur la transmission intergénérationnelle des revenus, c'est une plaisanterie, hein, c'est de l'autodérision, eh bien, ils ont montré qu'aux États-Unis, 60% des ménages à 40 ans vivent dans le même décile de revenus que le ménage de leurs parents. Donc il y a 60% de transmission des inégalités de revenus, pourrait-on dire.
C'est à peu près la même chose au Royaume-Uni. Et sinon, hormis le Royaume-Uni, en Europe, il y a ce qu'on appelle un gradient géographique. Plus vous allez vers le nord de l'Europe, plus la reproduction des inégalités est faible. Comme par hasard, lorsque la puissance publique garantit, ou en tout cas ne laisse pas aux seules familles ou au seul marché la tâche de penser les politiques publiques, eh bien, les inégalités sont plus faibles au bout de course. Il y a aujourd'hui, et ça c'est un risque pour les générations de jeunes Français me semble-t-il, il y a un risque de latinisation de la jeunesse française. Il y a un vrai risque de latinisation de la jeunesse française. J'étais l'autre jour dans une conférence à Madrid avec des chercheurs espagnols et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des problématiques assez largement communes. Alors on n'en est pas, nous, moi je vous ai dit tout à l'heure, ça doit être 40% de taux de chômage en Espagne, on n'en est que à 25% en France, mais il y a des problématiques assez largement communes. Cette familialisation de l'accès à l'âge adulte crée des inégalités qui sont véritablement extrêmement importantes. Alors, peut-être s'il me reste 3 minutes, que faire? Moi, je pense qu'il y a des solutions d'urgence, et puis il y a un modèle à plus long terme à repenser. Solution d'urgence, il y a une urgence absolue pour la jeunesse française aujourd'hui, c'est étendre le RSA aux moins de 25 ans dans les mêmes conditions que le reste de la population. Moi, je milite vraiment pour ce que j'appelle une homogénéisation des seuils en ce qui concerne la jeunesse. Et il y a en France un éparpillement des seuils. Vous devenez majeur pénalement à un certain âge, majeur sexuellement à un autre âge, majeur politiquement à 18 ans et majeur socialement à 25 ans. Cette barrière d'âge pour les prestations sociales, elle n'a selon moi pas de raison d'être. Imaginez, c'est comme si on avait fait le RSA pour les hommes, et puis les femmes auraient protesté à juste titre, et on aurait fini par dire au bout de 2 ans, bon ok d'accord, allez, on étend le RSA aux femmes, à condition qu'elles aient travaillé 2 ans à temps complet dans les 3 années qui précèdent la demande. Je veux dire, c'est impensable. Et il y a des discriminations comme ça qui peuvent se créer à l'encontre de la jeunesse sans que ça fasse hurler plus qu'au sein des 2-3 associations qui s'occupent de ça, c'est-à-dire que ça demeure complètement invisible. Je crois vraiment que c'est une vraie mesure d'urgence. Moi je suis très surpris, je suis maître de conférence à Paris depuis septembre 2009, j'ai depuis 2-3 ans chaque année dans mon UFR quelques étudiants qui sont sans domicile fixe. Et je veux dire, ça c'est quand même quelque chose qui peut être résolu, j'allais dire, assez simplement. Ou en tout cas, il y a des mesures d'urgence à prendre, et je pense que l'extension du RSA au moins de 25 ans en fait partie. Et puis, deuxième élément, je disais à plus long terme, je pense que, au-delà des déclarations d'amour qu'on fait à chaque élection présidentielle, les jeunes sont l'avenir, toujours écologique, hein, les jeunes sont la France de demain, etc. etc. Je pense qu'il faut regarder et être assez pragmatique et regarder ce qui fonctionne en Europe. Ce qui fonctionne en Europe en matière d'accès à l'autonomie des jeunes, c'est quand même plutôt ce qui se passe au Danemark. Donc je ne dis pas qu'il faut dès la rentrée de septembre 2018, ni même dès la rentrée de septembre 2020, soyons modestes, ça coûte cher, j'y reviendrai, mais il faut aller vers un modèle où il y a quand même une prise en charge universelle et publique de la transition entre la fin des études et l'emploi. Je pense quand même, à un moment, il faut réfléchir à ce qu'on veut. Et nous sommes dans des sociétés européennes où dans tous les pays, les sociétés vieillissent. Où dans tous les pays, il y a de moins en moins de jeunes. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi qu'en termes contributifs, ces générations de jeunes deviennent de plus en plus importantes. Et donc, au-delà, encore une fois, des slogans tautologiques, comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à s'orienter vers ce modèle danois, qui, selon moi, a plusieurs avantages. D'abord, il adoucit la transition entre la fin des études et l'emploi. Ensuite, il prend au sérieux le fait que les jeunes, à l'âge de 18 ans, deviennent adultes. Ils ont le droit de vote et ils ont l'ensemble des droits et des devoirs sociaux, comme pour le reste de la population, qui s'ouvrent à eux. Après tout, finalement, on peut tout à fait défendre ce système danois en étant de gauche ou de droite, en étant antilibéral ou libéral sur le plan économique. Si je suis antilibéral ou social-démocrate, je vais dire c'est absolument insupportable en 2017 de vivre dans des sociétés dans lesquelles il y a encore une telle reproduction des inégalités. Donc, il faut que l'État mette à la disposition de ces jeunes un outil qui égalise réellement les conditions. Et puis, si je suis libéral d'un point de vue économique, je vais dire il faut libérer les énergies,
c'est un gâchis formidable, 70% d'ouvriers qui restent ouvriers, les taux de chômage dans les banlieues, etc. C'est absolument, libérons les énergies, qui créent leur start-up, etc. Et donc, pour ça, il faut qu'ils soient aidés aussi. Dans un premier temps, c'est un investissement pour l'avenir. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Vous me direz, ça coûte très cher. Il y a une étude qui a été faite par Terra Nova, qui n'est pas non plus un repère de fiefs gauchistes, et qui montrait que si en France, dans un premier temps, on faisait sur le modèle danois, non pas 72 mois, 6 ans, mais 48 mois, 4 ans, non pas à 850 € par mois, mais à 500 € par mois, ça coûterait chaque année au budget de l'État 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, à court terme, c'est beaucoup. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, la réduction de la TVA sur la restauration qu'avait fait Sarkozy, c'était ça. C'était 5 milliards par an. Je ne vous parle pas du CICE à 40 milliards sur 5 ans, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut penser qu'au bout de 30 ans d'austérité, on va découvrir des marges budgétaires quand on aura rogné tout ce qu'on pourra rogner, et à moyen terme, ce n'est pas infaisable. Pourquoi ça coûte que si peu cher, entre guillemets? Parce que c'est peu finalement. 5 milliards d'euros pour une telle révolution des politiques publiques, c'est pas grand-chose. Pourquoi ça coûte si peu cher? Mais je vous donne un exemple. En France, si vous avez des enfants de plus de 18 ans qui poursuivent des études et que vous payez l'impôt sur le revenu, vous bénéficiez d'une demi-part fiscale supplémentaire. Au Danemark, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi cette demi-part fiscale? Ça veut dire finalement que l'État va donner de l'argent aux familles pour qu'elles le donnent aux enfants. Au Danemark, on le donne directement aux jeunes. Bon. Donc, si vous mettez en place ce système-là, vous pouvez supprimer cette demi-part fiscale. Je peux vous dire que vous économisez quelques centaines de millions, voire quelques milliards d'euros. Donc, quand on réfléchit au financement de ça, on s'aperçoit qu'à moyen terme, et en y allant progressivement, et il faut y aller progressivement, ce serait une vraie révolution des politiques publiques, eh bien ce n'est pas insupportable pour une société. Ce n'est pas insoutenable en termes de coûts. Et donc je pense que cette mesure, elle aurait l'avantage, 1, de contenir les inégalités entre les générations. Je reviens à mon introduction. On l'a dit, la France dépense beaucoup plus pour les plus âgés et beaucoup moins pour les moins âgés. Ça rééquilibrerait un petit peu la balance en termes de dépenses publiques. Et puis surtout, ça réduirait aussi les inégalités au sein des générations, car on sait très bien, je vous le disais, que c'est quand on laisse reposer sur les épaules de la famille le destin des jeunes que les inégalités se reproduisent le plus. Donc pour conclure tout à fait et vous laisser la parole et dialoguer avec vous, oui, il y a une situation qui est très inquiétante des générations de jeunes Français aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin de l'analyse selon laquelle le clivage principal de la société française, ce serait jeune contre vieux, et je pense aussi qu'on a des clés pour améliorer cette situation, et dans une société qui est toujours très prompte à s'auto-flageller et à aller dire que, mon Dieu, il faut aller faire comme en Allemagne ou au Royaume-Uni pour flexibiliser le marché du travail, très bien, mais aussi, allons voir aussi ailleurs des solutions qui, pour les jeunes, fonctionnent. Voilà, merci beaucoup. Merci de cette présentation que je trouve très riche et très complète. Je voudrais témoigner au nom d'une association dont je fais partie dans le 14e arrondissement qui travaille depuis 8 ans sur l'insertion par l'emploi et en particulier des jeunes. Et de ce que vous dites, j'ai retiré plusieurs points. Le premier, c'est sur les revenus des jeunes. La plupart, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sortent de la mission locale et autres, sont dans une situation précaire et il ne faut pas croire que Paris est une ville privilégiée. Au contraire, Paris est très dur pour les jeunes parce qu'il y a beaucoup moins de réseaux familiaux ou amicaux et ils sont très souvent isolés. Ce qui fait que quand nous avons suivi des jeunes, un certain nombre ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient pas survivre. Et donc, ils se tournaient vers les oasis qui proposaient des CDI et une embauche immédiate du type McDonald's. Et c'était vraiment du gâchis auquel on a assisté. Deuxièmement, il faut savoir que ces jeunes, ils sont beaucoup sans diplôme, sans formation, sans expérience professionnelle. Nous, on a fait un film qu'on a appelé 16-25 ans en mode d'emploi,
et qu'on a failli appeler cherche débutants expérimentés. Parce que c'est exactement le cas des jeunes primo, enfin, qui cherchent un premier emploi. Il y a une défiance, mais qu'on ne peut pas reprocher aux employeurs, bien sûr, puisqu'ils cherchent souvent des personnes qui puissent être opérationnelles rapidement. Donc ça, c'est un vrai handicap. Et il se trouve que ce handicap, il est renforcé par le pessimisme ou le fatalisme de beaucoup de jeunes qui vivent dans un environnement où on ne trouve plus facilement un emploi. Et donc, ils n'ont pas de vision de l'avenir. Ils ne peuvent pas se projeter, y compris pour eux. Et donc, ils sont ballottés entre les emplois faciles à trouver et le manque d'ambition pour arriver à quelque chose parce qu'ils ne sont pas sûrs d'arriver à quelque chose. Et enfin, on a fréquenté un certain nombre de décrocheurs qui sont le public type de ces problématiques. Et les décrocheurs, nous on en a employé certains dans notre association. Ce sont des jeunes qui ont quitté l'école et ont peur de retourner à l'école, et ont peur d'aller en formation. Donc il y a vraiment un nœud dur à faire dénouer. Et dans les personnes qu'on embauche qui n'ont ni diplôme ni formation, on leur donne une expérience pratique. Les emplois d'avenir, pour ça, étaient quand même un dispositif qu'on a beaucoup apprécié. On leur donne la première année l'acquisition de compétences sur le terrain pour apprendre un métier, et dans les deuxième et troisième années, une formation diplômante. Diplômante, c'est-à-dire pas qualifiante, pas une attestation de stage, mais un diplôme en fin de parcours. Et au bout des 3 ans des emplois d'avenir, ils pouvaient prétendre avoir des compétences et avoir un diplôme. Alors, moi, ma question, je pense qu'effectivement, dans la deuxième partie de votre exposé, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le problème des politiques publiques. Mais je trouve que j'aimerais un peu plus savoir, vous la raccrochez à votre première partie, sur ce que vous avez dit, que vous avez ensuite un peu lâché, c'est-à-dire la question de la gérontocratie. C'est-à-dire que ma question, celle-ci, vous l'avez lâché assez vite pour passer à votre exposé avec lequel je suis d'accord. Mais ma question est celle-ci, est-ce que ces politiques publiques que vous évoquez, vous montrez les limites, et vous montrez effectivement la nécessité de les faire évoluer, de les transformer radicalement, selon mon point de vue, est-ce qu'elles tiennent à la gérontocratie? Est-ce qu'il y a un lien avec le vieillissement des politiques, le poids de la famille âgée, etc., dans notre société, donc avec une vraie gérontocratie, sur le fait que ces politiques publiques ne sont pas mises en place, parce qu'on défendrait, pour l'interrogation, ses intérêts de retraités, ou que sais-je. Voilà, donc je pose la question sans vouloir en poser. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des inégalités sociales considérables entre les vieux qui ont 800 € et ceux qui ont 10 000 € de retraite. C'est pas le même monde, avec, entre un jeune de Neuilly et un jeune d'Aubervilliers, c'est pas le même monde. Là, on est d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, est-ce que dans ces politiques publiques de la jeunesse insuffisantes, il y a un poids d'une gérontocratie, et est-ce que cette gérontocratie aussi, tout simplement, ça existe, parce que c'est une vue de l'esprit, c'est une façon de dire comme ça, voilà. Quand vous avez évoqué les travaux de Cécile Bandel, ce qui compare dans plusieurs pays européens, vous avez évoqué rapidement le rôle et les différences concernant les politiques de formation professionnelle. Est-ce que vous pourriez développer davantage parce que
peut-être que la formation continue est une deuxième chance pour casser les inégalités, les héritages, bon. Mais à quelles conditions? Et je pense que, ce que le Danemark a déjà été cité, c'est curieusement aussi un des pays européens qui a développé le plus, depuis le plus longtemps, la formation continue, les adultes. Oui, mais c'est un peu moins macro, c'est plus politique publique au sens des collectivités locales. Toutes les collectivités, peu ou prou, s'intéressent aux jeunes, les régions, les départements, les établissements, les intercommunalités, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. Donc c'est très compliqué, il faut déjà faire un état des lieux, puis je suis urbaniste de formation, donc je travaille souvent avec des collectivités, c'est pour ça que je peux témoigner. C'est toujours très compliqué, ne serait-ce que d'articuler qu'est-ce qui se passe dans une région, dans une commune, où on articule 4 niveaux de compétences. On parle tout le temps du millefeuille, etc. Mais s'agissant des jeunes, c'est vraiment compliqué. La région, je pense par exemple à l'Aquitaine, qui avait un plan de formation pour les apprentis, pour les étudiants, les responsables de la formation, donc dans sa compétence formation professionnelle, étudiants, lycée, etc. Après, le département, il y a les collèges, mais il y a aussi le fonds d'aide aux jeunes, le FAGE. Le fonds d'aide aux jeunes, il y a des statistiques qu'on trouve sur les sites. Et bien, ça varie de 1 à 5 selon les départements. Et le FAGE, à l'intérieur, le département, il répartit ce qu'il veut. Il peut faire emploi, insertion, logement, urgence, aide alimentaire, avec un montant à sa discrétion, et c'est décentralisé depuis 2004. Après, les établissements publics de coopération intercommunale, ils ont des compétences nombreuses, de plus en plus renforcées, et notamment celle du logement, c'est vraiment les grands lettres d'œuvre des politiques du logement. Donc dans tous les programmes locaux de l'habitat, et de même que dans tous les plans départementaux de l'habitat, qui sont obligatoires, depuis une série de lois, je passe les détails, il y a toujours des ateliers vieillissement, et je rejoins ce que vous dites, la loi vieillissement de 2015, elle a dit obligation de s'intéresser au logement des personnes âgées. Les jeunes, c'est extrêmement varié, et on se trouve face à un autre problème. Tout le monde est toujours d'accord pour faire un atelier jeune dans un cadre d'un PLH, d'un PPH, mais la difficulté qui se pose, c'est quid des statistiques, parce qu'il faut articuler du quantitatif avec du qualitatif, ce que vous évoquez, évidemment. Et faire des catégories, ne serait-ce que jeunes étudiants qui travaillent, vous évoquiez vos étudiants, jeunes étudiants qui ne travaillent pas, qui ont les moyens parce qu'il a des ressources familiales, etc. Jeunes actifs précaires, dans le précaire on a évoqué CDI, CDD, mais il y a aussi le temps partiel. Le jeune actif non précaire, c'est assez complexe, il faut mettre le tout sur fond de quid de l'offre, parce que le logement ça ne bouge pas facilement, et les statistiques, par exemple la colocation, qui est une forme de réponse des jeunes à leurs difficultés, elle n'était pas inscrite dans les statistiques. Trouver combien de colocs, qui, pourquoi, comment. Il y avait pas mal de communes qui n'étaient pas pour, qui trouvaient ça bizarre comme mode de cohabitation. Avec les jeunes, ils sont toujours en train d'inventer des systèmes. Vous évoquiez des étudiants SDF, les jeunes errants, on ne peut pas dire que ça remporte un grand succès quand on fait un PLH. C'est un peu compliqué. Donc c'est toujours un sujet très complexe. Il y a le national, le macro, c'est beaucoup plus important, c'est tout ce que vous avez évoqué, mais le local, avec les 4 couches de niveaux territoriaux, et l'articulation entre l'emploi, le logement, etc., c'est particulièrement compliqué et peu visible. Donc on a une question de disponibilité des statistiques et de visibilité. Et pour conclure, je ne vais pas m'étendre trop, mais par exemple sur le logement, l'INSEE, c'est une fois tous les 6 ans, 7 ans, 5 ans, ça dépend quand ça bouge un peu la recensement de population, l'enquête nationale de logement. Donc un jeune, par essence, ça bouge d'une coloc à une chambre d'étudiant, ça retourne chez ses parents, ça revient, tout le monde fait pas un retour à domicile, et ça c'est vraiment totalement invisible. Donc on fonctionne beaucoup avec des modèles qu'on n'arrive pas à appréhender. On va marquer pas sur les questions, peut-être. Oui, peut-être les premiers éléments de réponse, que les questions sont assez denses déjà, et on prendra une autre série de questions après. Moi, je vais essayer de répondre de manière brève et puis de faire une réponse qui englobera différents aspects. Je pense qu'il y a un point sur lequel il faut qu'on revienne, c'est la question de la deuxième chance. Donc c'est ce que vous disiez, monsieur, en premier, et puis ensuite, madame, sur la formation professionnelle. Parce que je pense que c'est aussi un des drames de notre pays. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de deuxième chance institutionnalisée. Si le diplôme, d'un point de vue statistique, il a une aussi forte emprise sur les carrières, c'est parce que de fait, la formation professionnelle ou la formation continue est beaucoup moins développée que dans d'autres pays. Et pour celles qui existent, on a des statistiques très précises maintenant depuis des décennies qui le disent, c'est qu'en France, la formation professionnelle
profitent d'autant plus qu'on est déjà diplômé de la formation initiale. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que quand vous êtes un cadre, vous avez 70% de chances d'avoir recours à la formation continue une fois dans votre vie professionnelle, et quand vous êtes ouvrier, ça doit être 20%. Donc on a un système de formation professionnelle qui devrait contribuer à réduire un peu les inégalités issues de la formation initiale. En tout cas, il pourrait jouer ce rôle-là. Ça pourrait servir d'école de la deuxième chance pour ceux qui sont allés moins loin avec leur première chance. Ben non. En France, ça redouble, ça vient redoubler encore les inégalités de formation. Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, par exemple, ou au Danemark, en Allemagne, on a un système éducatif, sans rentrer dans les détails, qui est encore plus injuste qu'en France, c'est-à-dire qui trie assez précocement et assez fortement en fonction de l'origine sociale dans les faits, mais simplement, la formation professionnelle, c'est une vraie école de la deuxième chance pour les ouvriers, par exemple, dans certains secteurs, dans l'automobile, la métallurgie, etc. Et donc, on n'a pas ça en France. Et donc, je pense qu'un des enjeux, c'est celui-là. Quand je disais qu'en France, toutes les étapes sont séquencées, qu'il faut faire très vite un bac+5, qu'on n'a pas le droit de perdre un an, qu'ensuite il faut galérer X années avant d'avoir un CDI, qu'ensuite il faut aller tout droit jusqu'à la retraite et arrêter du jour au lendemain, c'est un peu ça aussi l'idée. C'est que les jeunes Français doivent avoir le droit de se tromper. C'est un peu moins vrai maintenant, je pense qu'on a quand même fait des progrès. Mais quand moi j'avais 14-15 ans, on avait quand même un peu l'impression qu'en troisième, on nous demandait de choisir l'option qu'on allait faire en classe de seconde, et que si on faisait telle option, on ne pourrait pas faire telle série du bac, et que si on ne faisait pas telle série du bac, on ne pouvait pas faire telle étude supérieure, et que comme il n'y avait pas de passerelle ensuite, eh ben, on ne pourrait finalement pas faire tel métier. Alors, je pense que ça s'est quand même un peu amélioré, il ne faut pas caricaturer aujourd'hui, mais simplement, de manière générale, le message qu'on passe, c'est quand même celui-là. C'est que ça nourrit aussi ce stress autour de l'enjeu scolaire et de la formation, c'est qu'il ne faut pas se rater. Or, je suis désolé, mais dans des sociétés dans lesquelles on va devoir travailler tous jusqu'à 70 ans, dans lesquelles on nous dit mondialisation, il faut être adaptable, employable, on ne fera pas de contrat de carrière avec le même employeur, etc. Ben, il faut se faire l'entrepreneur de nos propres carrières, etc. Tous ces messages importants, il faut de la souplesse. Il faut des possibilités de retour en formation, il faut véritablement considérer que bien sûr, la formation initiale elle est essentielle. Grâce à l'école de la République, j'en ai dit beaucoup de mal tout à l'heure, grâce à l'école de la République, il y a quand même des centaines de milliers d'enfants d'ouvriers qui chaque année s'élèvent au-dessus de la condition de leurs parents et font un métier qu'ils ont choisi. Mais quand bien même un jour l'école serait parfaitement démocratique, quand bien même un jour elle réussirait à beaucoup mieux enrayer les inégalités sociales de départ, il n'y a pas de raison que tout soit fini à 20 ans. On parlait tout à l'heure des décrocheurs, il n'y a pas de raison que parce que j'ai perdu ma mère ou mon père à 14 ans, que parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, que je suis tombé dans la drogue ou X ou Y raison, et que donc j'ai décroché, il n'y a pas de raison que je porte le stigmate de ça à longueur de temps et toute ma vie. On parle souvent de l'échec en licence, par exemple, en première année de licence. On va beaucoup en entendre parler dans les prochaines semaines quand ils vont parler de la sélection en licence. Il y a une partie de l'échec en licence qui est du vrai échec. Mais il y a une partie de l'échec en licence qui n'est pas de l'échec. Les gamins qu'on a en licence, ils ont 18 ans. À 18 ans, si je vais m'inscrire 6 mois dans telle filière et je m'aperçois que ça ne me plaît pas, et que j'arrête, je n'ai pas mon passage en L2 à la fin de l'année. Donc pour le ministère, je suis en échec. Je suis désolé, l'université, elle forme, elle qualifie, elle diplôme, elle a aussi face à elle des gamins de 18-20 ans. À 18-20 ans, ne pas savoir ce qu'on veut faire, prendre son temps, avoir besoin de se tromper, réfléchir, se réorienter, c'est un peu normal. Un peu normal quand même. Et donc, il faut qu'on réfléchisse vraiment à détendre tout ça, et la formation professionnelle, la deuxième chance, en fait partie. Il y a des initiatives qui existent sur le terrain, des écoles de la deuxième chance, etc. Mais c'est quelque chose qui a du mal à essaimer au niveau national. Et je pense qu'une partie du blocage, c'est aussi la question des attentes inconsidérées qu'on a à l'égard de l'école. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, l'école de la République, elle est tellement bonne, on dépense tellement d'argent que quand même, au bout du compte, elle a réglé les problèmes et qu'après, c'est bon, il n'y a plus besoin vraiment de faire de formation. C'est François Dubé, un sociologue bien connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le déclin de l'institution », qui montre comment, en France, l'école est mise sur un piédestal parce que c'est elle qui a permis à la République de s'installer. Enfin, je vous fais l'argumentaire de François Dubé à la hache, etc., etc. Elle était indissociable du projet républicain avec les pères fondateurs de la Troisième République. Mais je pense qu'elle est essentielle, la formation initiale, mais dans des sociétés où il faudrait être mobile, adaptable et bosser jusqu'à 70 ans, elle n'est qu'un premier temps de la formation, et c'est pas un échec de l'école que de dire qu'après, il y a d'autres occasions de formation tout au long de la vie.
Sur la question de la gérontoclatie, moi je pense que plutôt... Alors, par exemple dans l'entreprise, sur le marché du travail, je pense que le problème, encore une fois, c'est pas tant une histoire de gérontoclatie qu'une histoire de clivage entre ceux qui ont des diplômes, qui ont fait les bonnes écoles et les autres. C'est-à-dire qu'on pénalise aujourd'hui les gens dans les entreprises parce qu'ils n'ont pas tel diplôme encore à 45 ans ou à 50 ans, ou on va favoriser d'autres parce qu'ils ont tel diplôme. Donc il y a des cadres qui ont 30 ans aujourd'hui, il y a des cadres qui ont 40 ans, et quand on regarde les statistiques, l'argument de la gérontoclatie dans l'entreprise, il n'est pas si vrai que ça. C'est plutôt des clivages qui passent au sein des générations. C'est aussi lié d'ailleurs à la faiblesse de la formation continue, hein, parce qu'on pourrait tout à fait considérer qu'on peut aussi former des gens dans l'entreprise. Ça, c'est un des trucs qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on dit toujours l'école ou l'université fait mal son job de formation, mais je suis désolé, l'entreprise aussi elle doit former ses salariés. On met en cause l'université, on fait des diplômés, ils n'ont pas de boulot, mais c'est aussi parce qu'il y a certaines dynamiques sur le marché du travail, on n'est pas responsable du marché du travail non plus. Donc je pense que l'entreprise, moi je la respecte beaucoup, je considère qu'elle doit aussi former ses salariés, tout n'est pas fini encore une fois quand on leur fournit des diplômés. Mais je pense moi que plus que la gérontoclatie, il faut mettre en cause le manque de courage des politiques. Avec Cécile Van de Velde, on avait collaboré avec France Télévisions pour une grande enquête sur les jeunes qui s'appelait Génération Quoi. François Hollande nous invite à déjeuner à l'Élysée, on lui dit il faudrait essayer de faire ça, etc., ce qui passe au Danemark et tout. La seule chose qu'il nous trouvait à nous dire, lui, président socialiste, c'est « Ah ouais, mais le premier signal qu'on envoie aux jeunes, ça peut pas être qu'on les assiste quand même. » Ok, voilà. Donc je pense qu'il y a un manque de courage politique, c'est plus simple de continuer à vivre sur l'acquis. Évidemment, un Premier ministre qui arriverait à l'Assemblée nationale et qui dit je fais une loi pour la jeunesse et au lieu de saupoudrer un micro-dispositif par là, un micro-truc, une garantie jeune par là, une expérimentation d'endettement par là, je dirais allez on va tout repenser, on va remettre à plat les aides de la famille, le rôle de l'État, etc. Évidemment il se ferait attaquer de toutes parts. On lui dirait effectivement ah bah ça c'est encore un socialiste qui assiste, ou on dirait ah oui mais ça c'est encore vouloir l'État tout puissant, etc. Ou on dirait oh là là vous allez casser, on dirait on supprime la demi-part fiscale pour les parents qui ont un enfant de 12 ans qui fait études, on dirait oh là là, matraquage fiscal, etc. Bref, c'est très dur, il faut du courage politique pour mener cette bataille-là. Et moi, je pense que plus que la gérontoclatie, le problème c'est pas tant que les hommes politiques qui décident aient 70 ans ou 60 ans, c'est qu'ils n'ont pas de courage. Enfin, je veux dire, pour moi, un homme politique, bon là je sors complètement de mon rôle, hein, c'est un énervement de citoyen, mais c'est pas des super comptables qu'on élit. Il y en a dans les ministères, je veux dire. Ce qu'on élit, c'est quelqu'un qui est capable de dire voilà vers où il faudrait essayer d'aller, ce sera difficile, on n'y va pas pour la rentrée prochaine, ni même la suivante, ni même voilà, mais à terme, il faudrait essayer d'aller vers ce modèle de société-là. Et à la décharge des hommes politiques, les conditions du débat public ne permettent pas non plus beaucoup de développer ce genre de discours. Et ça nourrit justement, si j'essaie de faire un lien un peu artificiel, tout ce millefeuille de dispositifs qui, dans le cas des politiques jeunesse, est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que même quand vous êtes payé pour travailler là-dessus, c'est quand même extrêmement difficile de comprendre, selon sa région, selon son département, de quel dispositif va dépendre un jeune, quelles ressources on peut mobiliser pour lui, etc. Et là encore, moi, je suis frappé. Je travaille moins sur ces questions depuis 2-3 ans, mais quand je travaillais beaucoup sur ces questions, d'être invité par des collectivités locales, que ce soit des départements, à l'époque ça s'appelait encore départements, ou des communes, ou des régions, qui font preuve d'une inventivité pas possible pour l'autonomie des jeunes, et le manque d'impulsion. On est quand même dans un pays un peu jacobin, il faut quand même une impulsion à un moment. Et moi j'avais beaucoup d'espoir, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas naïf, mais voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez courageux dans la démarche de François Hollande en 2012 de dire moi je veux faire en sorte que les jeunes de 2017 vivent mieux qu'en 2012, je vais être que jugé là-dessus, on sait que c'est les vieux qui votent, quoi, c'est pas les jeunes. Donc bon, c'était assez courageux. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, il n'y a pas d'impulsion nationale, il n'y a pas eu de changement de prisme dans la façon de penser les politiques jeunesse. Il a quand même, enfin, c'est quand même dingue de faire campagne en disant je veux être le président qui sera jugé sur la jeunesse, et le lendemain de son élection de mettre le ministère de la jeunesse avec les sports au 43e rang protocolaire. Enfin je veux dire c'est juste absolument délirant. Mais voilà, je pense que ça a été une occasion manquée, mais sur le fond je suis assez optimiste. Je suis certain qu'on y viendra à ces formes de politique publique, parce que de toute façon, ou alors il n'y aura plus du tout de politique publique. Parce que c'est des politiques publiques universelles, et quand on regarde les politiques publiques qui tiennent dans le temps long, c'est les politiques publiques universelles. Parce qu'on pourrait dire finalement pourquoi donner 850 € par mois à un jeune dont le père est médecin. Ça sert à rien, surtout en plus vu les conditions budgétaires. Mais il y a des collègues économistes qui ont montré que sur le long terme, les prestations qui se dévaluent le moins et qui sont le plus acceptées socialement, ce sont les prestations qui sont universelles. C'est pour ça que pendant très longtemps, personne ne s'est plaint
des allocations familiales, parce que même les enfants des riches noéliens avaient des allocations familiales, même s'ils n'en avaient pas besoin. Voilà. Et donc, finalement, si par exemple, dans un conseil départemental, on donne un ordinateur à chaque collégien, eh bien, si donner un ordinateur au fils de médecin, c'est le prix à payer pour que le médecin ne gueule pas parce qu'on me donne un enfant d'ouvrier, je pense que c'est quelque chose qui finalement peut s'entendre, et c'est exactement pareil avec la prestation autonomie que je propose. Et puis j'ajoute un dernier point, et je me tais à jamais sur ce point, c'est que si on fait un système d'impôt véritablement redistributif, le médecin, l'avocat d'affaires, propriétaire d'un yacht ou je ne sais quoi, il paiera aussi plus d'impôts que le cœur des classes moyennes, et donc il contribuera plus au système, et donc finalement que ses enfants en bénéficient. Après tout, encore une fois, si c'est le prix à payer pour que tout le monde en bénéficie, on peut le payer. Voilà. Déjà de l'avance là-bas. Dans le micro. Qu'est-ce que je veux dire oui, je suis un peu d'accord. Dans le micro. Comment? Bon, d'accord. Oui, d'accord. Bon, moi, j'étais prof jusqu'à l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'on a bénéficié, la génération du baby boom, d'abord du nombre. On était plus nombreux que les seniors actuellement, c'est-à-dire moi, pas nous. Et puis, on était dans une société débloquée, avec une promotion sociale possible. Et un avenir possible. Et c'est vrai qu'actuellement, la société est totalement bloquée pour les jeunes. C'est nos futurs. À part pour une partie de la jeunesse quand même qui profite quand même de la... Enfin, c'est une minorité, mais qui profite de la mondialisation capitaliste dans les grandes écoles, à l'international, dans les nouvelles technologies. Bon, pour eux, ça va très bien, mais c'est vrai que pour les classes moyennes et les jeunes de banlieue que j'ai connus l'année dernière, c'est plutôt la galère. Bon, cela dit, moi ce qui m'énerve quand même, c'est de parler avec les jeunes. Moi, quand je parle aux jeunes, je leur dis, bon, écoutez, d'abord, vous avez le droit de vote. Le droit de vote, est-ce que vous l'utilisez? Statistiquement, non. Quand vous votez pourquoi? Bon, bah, statistiquement, notamment les milieux populaires, ils votent contre le migrant. Ils votent selon le Front National quand ils votent. À part au premier tour des élections présidentielles. Quelle est la question? La question, c'est, moi, ce qui m'énerve, c'est, vous voulez, pourquoi on parle aux jeunes d'une manière assistée? Après tout, en Espagne, les jeunes se sont révoltés, il y a eu le mouvement des alignés, ça a créé un rapport de force, et ça peut changer la société. Et pourtant, l'Espagne est un pays plus âgé que nous, que le nôtre, d'une manière statistique. Donc moi, je voudrais que, quand on parle aux jeunes, on leur parle d'une manière plus positive que ça. Je veux dire qu'il y a des possibilités, au-delà, si vous voulez, parce que si vous voulez que ça change, vous avez les moyens de changer. Il faut vous organiser, il y a Internet, on l'utilise, il y a des manifestations, vous pouvez les organiser, on est dans une vie démocratique, ne serait-ce que voter, c'est une possibilité. Alors bien entendu, ils sont dans la survie, je comprends parfaitement. Au niveau humain, ils sont beaucoup plus dans la survie que nous y étions. Mais, enfin certains sont dans la survie, pas tous. Mais il faudrait aussi parler à la jeunesse de manière plus positive. Il y a d'autres possibilités que d'attendre une rétribution. Moi, je ne suis pas contre le RSA pour les jeunes, hein. Bon, ça ne me gêne pas du tout. Et le problème, c'est d'abord qui c'est qui a payé. Si c'est la CSG, y compris pour les retraités qui peuvent payer, le problème, tout ça, c'est des rapports de force. Donc je voudrais qu'on parle un peu plus des jeunes de manière positive et de leur dire il y a des possibilités politiques et sociales pour vous en sortir, pour vous l'utiliser en partie dans le bien-être, plutôt que de les considérer toujours comme un peu des assistés. Votre temps de parole est terminé. Oui, mais je suis bien fait. Je voudrais vous interroger sur l'inégalité garçon-fille dans les études et dans les diplômes, parce qu'il me semble que dans les familles d'ouvriers reste encore, puis je ne sais pas peut-être les autres, il me semble que le garçon est encore plus valorisé que la fille pour faire des études, et qu'il y a peut-être dans l'inconscient collectif toujours que la bergère rencontrera le prince charmant et changera de conditions.
Et donc, sur le plan des statistiques, est-ce qu'il y a beaucoup de filles, de femmes? Quelle est la proportion de diplômes et de postes très élevés au niveau des femmes et au niveau des hommes? Bon, merci pour votre intervention qui était vraiment très intéressante. Pour commencer par une plaisanterie, je voulais dire que maintenant on a des jeunes qui arrivent au pouvoir et que c'est pas mieux, ce qui prouve bien que le problème n'est pas là. Voilà. Donc il y a un mot qu'on ne prononce pas. Dans cette opposition qu'on entretient, cette rancune qu'on entretient volontairement d'une génération par rapport à l'autre, pour répondre à ça, il y a un mot qu'on ne prononce pas, qui est le mot solidarité. Et est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Parce qu'en fait, dans ce que vous avez dit, si vous voulez, c'est que par rapport à des jeunes qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de travail, en fait, c'est effectivement les parents qui assurent une solidarité. Et est-ce que c'est pas important de le dire? Vous n'avez pas parlé des MOOC. Les MOOC. Et quoi? MOOC. M-O-O. On va peut-être commencer à répondre. Je fais juste une petite précision. On n'avait pas spécifié une conférence sur la question des fractures femmes-hommes, parce qu'il y avait eu un cycle de conférences déjà sur le genre. Lors de la première intervention, il y avait eu un Zoom qui avait été fait quand même sur ce sujet, et on s'était dit que ce sera un peu transversal à chaque conférence. Alors, sur la question du vote et de la mobilisation des jeunes, enfin, déjà, moi je pense que c'est pas parler de manière négative aux jeunes que de dire que pour améliorer leur accès à l'âge adulte, ils ont le droit d'avoir les mêmes prestations que les autres. C'est pas avoir un discours qui les assiste ou qui les culpabilise, les victimise ou leur parle de manière négative. C'est juste supprimer une barrière d'âge qui n'a pas de raison d'être, ou alors supprimons le RSA. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'en exclure les jeunes. Et puis leur dire bougez-vous, mobilisez-vous, etc. Mais à ce moment-là, disons la même chose aux caissières, aux femmes de ménage, aux ouvriers qui font des trous dans le macadam. Enfin, disons-le à tout le monde. Pourquoi on ne se révolte pas en France? Pourquoi il n'y a pas de révolution? Bon, mais ça, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Il y a quand même un problème pour les jeunes, c'est qu'ils sont assez invisibles dans l'espace public, en tout cas les jeunes qui sont le plus dans la difficulté, parce qu'il y a quelques syndicats lycéens, il y a quelques syndicats étudiants, mais finalement pour les jeunes qui sont sur le marché du travail, pour les jeunes qui sont chômeurs, il n'y a pas d'association, ils n'ont pas de porte-parole, il n'y a pas de visibilité, on n'invite pas à la télé le porte-parole du groupe des jeunes chômeurs, etc. Il n'y a pas vraiment, donc il y a aussi cette question de la difficulté. Moi, on peut croire que la révolution elle viendra du terrain sans aucune organisation, mais je trouve qu'à un moment, avoir aussi des représentants visibles, c'est quelque chose qui peut aider. Et puis si les jeunes ne votent pas, ça a toujours été le cas, c'est ce qu'on appelle le moratoire de la jeunesse en sciences politiques, c'est-à-dire que le taux de participation augmente avec l'âge. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai déjà avec les baby boomers, mais il y a d'autres façons de s'engager, et puis ce que vous avez cité, hein, effectivement, Nuit debout, etc. Enfin, il y a d'autres formes de mobilisation qui existent, mais encore une fois, pour le coup, je pense que la question, elle vaut pour tous les autres groupes sociaux et toutes les autres classes d'âge, la question de la mobilisation. Sur la question des inégalités garçons-filles, trois choses. D'abord, vous parliez des familles populaires. Il y a les travaux d'un collègue sociologue qui s'appelle Tristan Poulawek, qui a montré que depuis quelques années, les aspirations des familles ouvrières pour leurs enfants, quant à l'école, étaient assez comparables à celles du reste de la société. C'est-à-dire que les familles ouvrières
populaires ont parfaitement intégré le rôle central des diplômes et ont tout à fait l'ambition pour leurs enfants qu'ils aient le bac et qu'ils continuent leurs études après le bac, à proportion égale pour leurs fils et pour leurs filles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les familles de milieu populaire, à l'école, les filles réussissent en moyenne mieux que leurs frères. À savoir qu'on a, y compris quand on regarde des taux de diplômés, des meilleures carrières scolaires, comme on dit, pour les filles comparées à leurs homologues masculins. Je crois que c'est valable quel que soit le milieu social, d'ailleurs c'est vrai aussi pour les filles de milieu favorisé. Alors ça s'explique par le fait, alors c'est compliqué, il faudrait un quart d'heure au moins, mais ça s'explique par le fait que, en partie, les filles ont plus intégré le rôle de bon élève que leurs équivalents masculins qui peuvent davantage se valoriser dans les classes par faire le caïd, le machin, etc. Il y a plus, disons que pour résumer ce que disent mes collègues sociologues du genre, c'est qu'on entretient la docilité des filles dès le plus jeune âge, et la docilité à l'école, ça passe mieux que de faire le kéké, comme dit mon fils, et qui sait très bien faire le kéké. Et donc ça c'est le premier point, elles font des meilleures carrières scolaires, en tout cas dans les milieux populaires, mais par contre, sur le marché du travail, elles restent discriminées. Donc ça, c'est aussi ce qu'on observe finalement pour les enfants issus de l'immigration. C'est-à-dire que quand on compare un milieu social égal, les enfants de l'immigration ont des trajectoires scolaires qui sont, dans certaines matières, par exemple les maths ou les sciences, meilleures que les autres, et dans d'autres tout à fait comparables. Ce qui revient à dire que si les enfants d'immigrés étaient certes enfants d'immigrés, mais enfants de cadres, ils réussiraient largement aussi bien que leurs homologues qui n'ont pas d'histoire migratoire. Mais par contre, sur le marché du travail, ils restent assez largement discriminés. On obtient un peu la même chose pour les filles. Alors après, c'est toutes les histoires de plafond de verre, de rapport de genre au travail, de double journée de travail, de charge mentale, etc., qui pèsent sur les carrières des femmes. Mais ce qui est certain, c'est ces trois choses-là. Ambition tout à fait importante des familles populaires pour leurs enfants. Maintenant, 2, les filles réussissent mieux à l'école. 3, sur le marché du travail, elles restent plus discriminées que leurs frères. Sur la question des rapports entre les générations et la solidarité, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, mais c'est un peu un piège. C'est que souvent on me demande mais pourquoi les jeunes ne se révoltent pas contre la génération de leurs parents, etc. Et ils ne se révoltent pas contre la génération de leurs parents, puisque au niveau micro-social, c'est justement leurs parents. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne se révoltent pas contre la génération de leurs parents, parce qu'ils ont bien compris que c'était plus compliqué qu'une histoire de responsabilité d'une génération. Et par ailleurs, parce que c'est des générations entre lesquelles circule un flux d'aide comme il n'en a jamais circulé. C'est ce qu'on dit sur la génération pivot, hein, la génération des premiers du baby-boom, qui doivent aider leurs parents vieillissants et leurs enfants qui galèrent sur le marché du travail. Certains d'entre vous doivent connaître ça. Il y a aussi un versant négatif à cette solidarité, enfin ça dépend si on veut voir le verre à demi-plein ou à demi-vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les familles accordéons. Alors, les familles accordéons, c'est je pars de chez mes parents, je m'installe en couple, ma femme me largue, je perds mon emploi, j'y retourne, j'en repars, j'y retourne. Donc des adultes qui rentrent chez leurs parents, qui reviennent chez leurs parents jusqu'à assez tard. Donc on peut considérer que ça a un aspect positif, puisque ça évite des situations de plus grande précarité. Mais voilà, tout ce qui se passe aussi, j'allais dire, dans l'ombre des familles, ça permet aussi, encore une fois, aux politiques publiques de se défausser assez largement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des demandes d'approfondissement? Oui, je suis là. Parmi tous les critères que vous utilisez pour étudier les jeunes, est-ce que vous avez déjà regardé ce qu'il en est des enfants de divorcés? Puisque c'est quand même un phénomène social important, on dit qu'un ménage sur 3, un couple sur 3 divorce, donc pour pas mal de générations, qu'est-ce que ça donne au niveau de ces enfants? Alors là, tant que le micro circule, je peux malheureusement vous répondre, je ne sais pas du tout. Mais à ma connaissance, je n'ai pas justement connaissance de travaux qui auraient regardé les trajectoires particulières des enfants divorcés. Mais c'est à mon avis une lacune de mes connaissances plutôt qu'une absence de travaux. Mais Ma question est concernant les quinquennats. Les quinquennats d'une vie. Est-ce que, bon, on est
en train d'analyser, bon, de comprendre un petit peu la question du budget qui a été mené par le gouvernement. Est-ce qu'en termes de la question est... Vraiment. Ah oui, d'accord. Bon, non, mais c'est sur le quinquennat, les 5 ans du gouvernement de Macron. Est-ce que vous croyez que pour les étudiants, il y a quand même des interrogations fondamentales? On a vu que, bon, il va essayer de régler les problèmes de l'accès à l'université qui a été vu comme quelque chose de terrible, était les choix, les laisser prendre, etc. Mais est-ce que les étudiants, plutôt la question, est-ce que les étudiants ils ont des interrogations assez particulières qui font que... Et donc, on pourrait penser à un mouvement étudiantil dans les mois ou les années à venir. Oui, est-ce qu'il y aura 69-10 quoi? Oui, j'ai deux petites questions. D'une part, dès le début, vous avez dit que la dépense publique pour les personnes âgées avait beaucoup augmenté, alors que celle des jeunes était restée stable. Mais est-ce que c'est mis en parallèle avec le nombre de personnes âgées qui a fortement augmenté quand même du fait du baby-boom et puis aussi de l'allongement de la vie, alors que le nombre de jeunes régresse peut-être du fait qu'il y a moins de familles nombreuses qu'au moment du baby-boom. Deuxième question, est-ce que l'agitation qu'on fait au niveau des retraités qui doivent aider, être solidaires avec les jeunes, n'est pas une façon de masquer ou de faire donner moins d'importance à la suppression de l'ISF? Parce que l'ISF, ça va être, je crois, 4,5 millions, ou je ne sais pas, 4,5 milliards d'impôts en moins, en sachant que aussi les gens ayant un yacht ou un jet privé ne seront pas taxés. Et que finalement, toute la théorie du ruissellement, même l'OCDE commence à dire qu'elle ne fonctionne pas. Hein, c'est pas parce que l'investissement est aussi déconnecté de la fiscalité, hein, selon les différents pays. Voilà. Bon, il y a deux questions en fait qui font plus appel à ce que je pense en tant que citoyen que comme chercheur, donc je suis un peu gêné, mon avis ne vaut pas plus que celui de n'importe lequel autre. Sur la question des retraités, le problème c'est que la définition du retraité aisé, je crois que l'augmentation de la CSG, ça va être pour les retraités à partir de 1 200 € par mois, c'est ça? Bon, voilà. Donc on voit bien que là, il y a aussi quelque chose qui relève évidemment de la définition aussi, de la représentation de ce qu'est un retraité aisé, mais c'est bien aussi la preuve que, moi je plaide pour ça tout le temps, c'est pour ça que penser uniquement par âge, c'est idiot de dire les retraités doivent contribuer comme les actifs. Bien sûr, a fortiori s'il y a des retraités aisés, mais on voit bien qu'il faut mêler des critères d'âge et des critères de revenus. Or, si votre question c'est est-ce qu'à 1 200 € on est un retraité aisé, évidemment non. Est-ce que c'est fait pour masquer la suppression de l'ISF? Je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des choix qui sont faits en termes de politique qui sont clairs. Voilà. Visiblement, il avait dit qu'il prenait le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, il prend le meilleur de la droite et le meilleur de la droite, ça c'est clair. Et c'est une vision qui est cohérente avec ce qui a été fait dans la plupart des pays européens au cours des dernières décennies. Vous avez dit, c'est la théorie du ruissellement, c'est l'idée de dire qu'on rend de l'argent aux riches parce que finalement cet argent va être réinvesti et il va finir par améliorer le sort des plus démunis. Et vous avez tout à fait raison de dire que même l'OCDE maintenant dit que cela ne fonctionne pas, mais on a toujours un peu de retard en France, et donc on va faire ce qui a été fait par Schröder en Allemagne il y a 15 ans, très vraisemblablement, mais il va réussir son pari. C'est-à-dire que moi je suis persuadé qu'à la fin de son quinquennat, il y aura 7% de chômeurs. Et les 3% de différentiel avec aujourd'hui, ce sera des mini-jobs à temps partiel, mal payés, mais il pourra dire que regardez, j'ai fait baisser le chômage, etc. etc. Après, ça, c'est le débat politique, ce sera au débat politique d'en montrer les ressorts. Sur la question des étudiants et d'un éventuel mouvement social,
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont il va poser la question de la sélection en licence, puisque c'est bien de ça dont il est question. Hein. Et le piège, là, pour le coup, c'est un peu corporatiste, mais le piège va assez vite se refermer sur l'université. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à l'université, mais quand, moi, dans mon université, on est passé à l'autonomie, je crois, au 1er janvier 2010. Et donc l'autonomie, c'était la chose suivante, c'était de dire, voilà, donc ça veut dire que moi, mon employeur n'est plus l'État, officiellement sur ma fiche de paye, mais c'est mon université. Et donc, l'État, tous les ans, donne un budget aux universités. Le principal coût dans une université, c'est le salaire des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs. Et donc l'État disait, ben voilà, maintenant, on vous sanctuarise votre masse salariale au 31 décembre 2009. Ça veut dire que tous les ans, à partir du 1er janvier 2010, la dotation de l'État, c'est la masse salariale au 31 décembre 2009. Donc, ce qu'avait fait mon université, comme toutes les universités, c'est que la dernière année, elle avait gonflé sa masse salariale. On avait fait venir plein de profs de l'étranger, etc., payés très cher, etc. Et donc, ce qui fait que les 2-3 premières années, on a relativement vécu correctement. Sauf que maintenant, c'est plus possible, parce que nous vieillissons, donc nous coûtons de plus en plus cher, les personnels administratifs aussi, et la dotation à l'université n'augmente pas. Donc, il y a eu des gels de postes, etc., des suppressions de postes, des départs en retraite non remplacés qui ont permis de faire la jonction. Quelque chose qui me désole de le dire, c'est qu'on vivait mieux sous Pécresse que sous Hollande. Et aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé maître de conf à Paris 8, j'avais des groupes de 30 étudiants. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le plan réussite en licence, qui faisait qu'on avait un budget pour faire des petits groupes d'étudiants. Et puis ça a été supprimé par Fioraso, et maintenant, mes premières années, je les ai par groupe de 80. On ne fait pas tout à fait la même chose avec 80 étudiants qu'avec 30 étudiants. Mais donc on a fait ça, on a fait des groupes plus grands, ce qui fait qu'on a tenu jusqu'à présent. Là, c'est de moins en moins viable, et le piège va se refermer, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, vous êtes bien gentil, mais deux choses. Un, développer vos ressources propres. Donc ça, c'est la taxe d'apprentissage, l'alternance, etc., ce qu'on fait. Sauf que quand vous êtes à Paris 8, bah, la taxe d'apprentissage, c'est plus difficile que quand vous êtes à Polytechnique, à Sciences Po ou à Dauphine, parce que la taxe d'apprentissage, en gros, c'est les parents des étudiants. Bah, moi, mes parents des étudiants, ils sont plutôt femmes de ménage que je ne sais quoi, donc c'est compliqué. Et puis même ça ne suffit pas de toute façon. Et donc on va nous dire, bah, très bien, vous avez deux choix. Il y a deux choix en termes de politique publique. Ils vont nous dire ça fin octobre, il y a des groupes de travail. Soit on sélectionne en licence, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde, très bien, sélectionnons. De toute façon, les bacs pro qui vous arrivent, ça ne savent pas écrire, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'université. Ou alors, augmenter les frais d'inscription. Et puis comme Macron n'aura pas plus de courage que ses prédécesseurs, il va faire un peu des deux. Il n'y aura pas la sélection, mais ce qu'il appelle les prérequis. Et puis il va laisser chaque université se démerder en disant faites votre liste de prérequis. On a fait ça l'année dernière pour les masters. Vous savez que maintenant on peut sélectionner en M1. Et donc chaque université a publié ses critères pour ses masters. Et puis il y aura un peu de frais d'inscription augmentés. Et puis on va encore reculer en termes de démocratisation des études, parce que le fait est que l'université aujourd'hui accueille les enfants des classes populaires. Voilà. Et les enfants des classes moyennes maintenant préfèrent faire un BTS ou un DUT presque qu'aller à l'université. Donc en fait, moi je trouve que c'est un choix extrêmement dangereux pour l'avenir, parce que tout à l'heure je disais que le Danemark était à 80% de diplômés au niveau licence, nous on doit être à 35%, et on va reculer. Mais donc qu'est-ce qu'on va faire en fait des jeunes qui n'ont pas cette qualification-là? Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est parce que du jour au lendemain on va amener 80% d'une classe d'âge aux licences de manière artificielle qu'on va créer de l'emploi qualifié. Mais moi je suis des fois inquiet, c'est-à-dire que si on recule, je vois bien quels sont les élèves, quels sont les étudiants qui viendront plus à l'université. C'est en grande partie les miens, dans mes amphis de première année. Mais j'espère que pour eux, on sera capable de rouvrir des mines, parce que sinon, je ne sais pas quel emploi on va pouvoir leur donner. Donc je trouve que le débat qui va arriver sur l'université, c'est un débat qui va être très important. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir un débat très important sur le modèle de société qu'on veut pour l'avenir. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une histoire corporatiste de nombre de postes, de sélection, de frais d'inscription, c'est vers quelle direction on va. Est-ce qu'on fait un choix qui est de dire bah, on ne rentre pas dans la lutte pour l'emploi qualifié? Voilà, je pense que c'est vraiment une question qui va être importante. Et alors après, pour terminer sur une petite boutade, est-ce qu'il va y avoir un mouvement social étudiant? Je pense qu'on se trompe toujours en faisant des prédictions sur les mouvements sociaux, surtout quand on est sociologue. Une dernière question. Oui, deux. Une ici. Ah oui, une là-bas. Oui, je reprends la parole, on est presque en fin de l'exposé, et je chausse mes gros sabots pour dire que
faut une impulsion de la part de l'État, une impulsion politique. Moi, je souhaite à chaque fois que les réflexions de l'université populaire mènent aussi à l'action. Parce qu'au-delà de la pulsion publique, il y a aussi l'action au quotidien. Et chacun d'entre nous ici a des compétences, a une fibre sociale, manifestement, vu le thème abordé aujourd'hui, et que donc, c'est pas difficile de s'investir également. Et je vous assure que pour ceux qui ont connu cet exemple, il est très valorisant d'avoir trouvé un emploi pour quelqu'un ou d'avoir accompagné quelqu'un dans la définition de son projet professionnel. Je voulais juste rappeler que vous dites que vous viviez mieux sous Pécresse, mais que c'est quand même Pécresse qui a instauré la situation qui est en train de se mettre en place en ce moment et que vous dénoncez. C'est parfaitement juste, mais alors je vais être encore plus déprimant, donc c'est de la provocation. Ce qui est encore plus déprimant, c'est quand vous regardez la composition des cabinets ministériels de Fioraso, de Mandon et de l'actuel, dont j'ai oublié le nom déjà, il y a les mêmes personnes qui étaient au cabinet de Pécresse. Donc en fait, pour le coup, c'est ça aussi qui est déprimant, c'est qu'il n'y a pas vraiment... de toute façon, maintenant, on a perdu la bataille, on ne reviendra pas en arrière, malheureusement. Mais chez les gens qui aspirent à gouverner, il y a un consensus, en fait, sur l'idée que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis je vous passe les détails, c'est de pire en pire. Là maintenant, vous savez qu'on a fusionné avec d'autres universités. Donc nous, Paris 8, on s'est marié avec Nanterre, au sein d'une commune qui s'appelle Paris Lumière. Et donc on fait des mastodontes de plus en plus grands, avec de moins en moins de moyens, en les laissant de plus en plus tout seuls, et en considérant que c'est comme ça qu'on va remonter dans le classement de Shanghai des meilleures universités. Voilà. Donc c'est assez dramatique. Est-ce qu'il y a une dernière question très rapide? Sinon, nous allons remercier Camille Bonnier pour la clarté de son intervention. Rendez-vous donc le samedi prochain donc pour un examen sur la version territoriale